Je n'ai pas pleuré lorsque la cravache en cuir s'est abattue sur mon dos. Le bruit écœurant du cuir déchirant la chair résonnait dans la cave à vin sombre et aveugle de notre hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, d'une acuité exceptionnellement perçante. La main de Gauthier Valéran était d'une stabilité effrayante. La lourde cravache en cuir véritable fendait l'air à travers sa paume. Chaque coup évitait précisément mes organes vitaux, tout en arrachant violemment ma dignité et ma fierté. « Admets ton erreur, Léocadie. » Sa voix était froide et élégante, tel un juge hautain toisant un criminel sans espoir. J'ai serré les mâchoires. Des sueurs froides mêlées de sang serpentaient le long de ma colonne vertébrale, trempant la nuisette en soie d'un blanc pur que j'avais porté spécifiquement pour satisfaire ses goûts. Le goût métallique du sang a éclos dans ma bouche. J'ai ravalé l'amertume dans ma gorge et me suis forcé à lever les yeux. Mon regard a contourné ses larges épaules pour se poser sur ma fille recroquevillée dans un coin et sur Olympe Favier qui se tenait près de la porte, se couvrant la bouche et sanglotant silencieusement. Aujourd'hui, c'était le 5e anniversaire de Céleste. À peine 3 heures plus tôt, j'étais dans une suite somptueuse de l'hôtel de Crillon, arrangeant personnellement des ballons roses et un immense fraisier sur mesure pour elle. Gauthier avait promis d'annuler toutes ces réunions du conseil d'administration à la Défense aujourd'hui pour offrir à notre fille un anniversaire parfait. Mais lorsqu'il a poussé les portes de la suite, il n'a pas seulement apporté le froid de cette fin d'automne. Il a aussi amené Olympe, les yeux rouges et gonflés. Dans les mains d'Olympe se trouvait une robe de haute couture parisienne, entièrement déchiquetée. C'était une pièce de collection que Gauthier avait remportée aux enchères chez Sotheby's Paris le mois dernier, prétendant que c'était un cadeau pour remercier Olympe de lui avoir sauvé la vie dans un incendie 5 ans plus tôt. C'était censé être sa tenue pour le gala annuel du groupe la semaine prochaine. « Madame Valéran, je sais que vous avez toujours été sur vos gardes avec moi, pensant que j'ai des arrière-pensées, en restant aux côtés de Monsieur Valéran. Vous auriez pu vous en prendre à moi. Pourquoi avez-vous dit à Céleste de découper cette robe? C'était un cadeau qui venait du cœur de monsieur. » Olympe pleurait cherchant son souffle, ses frêles épaules, tremblant comme une feuille au vent. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, le revers de la main de Gauthier a violemment frappé mon visage. La force de l'impact m'a projeté contre la table, renversant le fraisier. Les délicats poneys en sucre se sont brisés en 1000 morceaux et la crème mousseline m'a éclaboussé de toutes parts. Céleste a éclaté en sanglots terrifiés. Elle s'est jetée en avant pour enlacer ma jambe, mais Gauthier l'a attrapée par le col et l'a repoussée négligemment vers le garde du corps derrière lui. « Ramène-la à la propriété. Je vais lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. » Les yeux de Gauthier étaient aussi froids qu'un lac gelé, ne me laissant absolument aucune chance de me défendre. Mes souvenirs ont été dispersés par une nouvelle vague de douleurs atroces dans mon dos. Le bout de la cravache a fouetté mon omoplate exposé pour la 20e fois, soulevant un chapelet de perles de sang. Une goutte de liquide chaud a éclaboussé vers l'extérieur, atterrissant parfaitement sur la robe de princesse en tulle blanc, immaculée de Céleste, s'épanouissant en une tache rouge aveuglante. « Maman ne frappe pas ma maman. Méchant, papa, tu es un méchant. » Céleste s'est libérée de l'emprise du garde du corps. Telle une petite bête désespérée, elle a chargé en avant en laçant férocement la cuisse de Gauthier et l'a mordu de toutes ses forces. Gauthier a sifflé de douleur ses sourcils, se tordant instantanément. Il a instinctivement donné un coup de pied. Comment la force pitoyable de Céleste aurait-elle pu résister à la puissance d'un homme adulte? Elle a volé en arrière comme un cerf-volant dont le fil aurait cassé son front, s'écrasant lourdement contre le bord. D'une console antique d'époque Louis XVI en chêne. Avec un bruit sourd, le sang a instantanément jailli du front pâle de Céleste, coulant le long de ses joues tachées de larmes et se mêlant aux taches de sang sur sa robe. Céleste. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force, mais je me suis libérée des cordes qui liaient mes poignets, et j'ai trébuché en avant, serrant ma fille fort dans mes bras. Mes doigts tremblants ont couvert sa blessure, mais je n'arrivais tout simplement pas à arrêter ce rouge chaud et aveuglant de couler. Le mouvement de Gauthier s'est figé en l'air, les veines sur le dos de la main qui tenait la cravache saillant sous la peau. Un éclair fugace de panique a traversé ses yeux et il a inconsciemment fait un pas en avant. « Monsieur Valéran, votre jambe saigne !» s'est écrié Olympe.
avec une alarme parfaitement calculée. Son corps délicat s'est pressé contre lui, alors qu'elle utilisait un mouchoir subtilement parfumé pour couvrir le tissu de son pantalon de costume, sur mesure où Céleste l'avait mordu. Ses larmes tombaient à verse. « Céleste est encore petite, s'il vous plaît. Ne soyez pas en colère contre elle. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû parler de la robe ruinée. Je ne mérite de porter que des vêtements bon marché. Je ne mérite pas vos cadeaux sincères. » Ces mots ont agi comme une dose précise de poison, éteignant instantanément la minuscule lueur de culpabilité qui venait de naître dans le cœur de Gauthier. Il s'est arrêté net, me regardant de toute sa hauteur, son regard retournant à un état de dégoût et de cruauté. « Regarde la belle fille que tu as élevée, Léocadie, comme un petit animal sauvage. Où est son éducation ? Tu utiliserais n'importe quel moyen ignoble par pure jalousie mesquine, allant jusqu'à manipuler une enfant de 5 ans. Tu me dégoûtes profondément. » Mes mains tremblaient encore. Les faibles gémissements de ma fille étaient comme un couteau émoussé, tranchant mon cœur lambeau par lambeau. J'ai levé la tête regardant cet homme que j'avais aimé pendant 5 années entières. 5 ans plus tôt pour l'épouser, je n'avais pas hésité à cacher ma véritable identité et à abandonner mon poste d'associé principal dans une banque d'investissement de premier plan dans le quartier central des Affaires à Paris. Mais je m'étais volontairement enfermé dans cet hôtel particulier, apprenant à cuisiner, apprenant à satisfaire chacune de ses humeurs. Je pensais que même un iceberg fondrait un jour, que tant que je donnais assez, il finirait par me voir. Mais en ce moment, en regardant son visage beau mais cruel, je n'ai ressenti qu'un froid glacial s'infiltrer jusqu'au plus profond de mon être. « Gauthier !» J'ai entendu ma propre voix aussi rauque que du papier de verre frottant contre une table. Il n'y avait pas d'hystérie, seulement le calme d'une eau morte. « Je n'ai pas coupé la robe, Céleste non plus. Tu n'as même pas cherché à comprendre. Tu m'as simplement fait subir un lynchage privé basé sur la version unilatérale d'Olympe. Les caméras de sécurité l'ont capturé très clairement. À part toi et Céleste, qui d'autre est entré dans ce salon ? » Gauthier a ricané. « Il y a 5 ans, Olympe a subi de graves brûlures dans le dos pour me sauver de cet incendie. Elle a encore mal les jours de pluie. Elle a tellement bon cœur qu'elle n'écraserait même pas une fourmi. Es-tu en train d'insinuer qu'elle a coupé la robe elle-même pour te piéger ? » La grâce salvatrice de l'incendie. C'était toujours le même discours. Mes ongles se sont enfoncés profondément dans la chair de mes paumes, provoquant une douleur vive et perçante. Dans cet incendie, il y a 5 ans dans la villa du Cap Ferret, la personne qui l'avait réellement extirpée de la carcasse de la voiture accidentée, celle qui avait été brûlée au point d'être presque défigurée, c'était moi. Olympe était simplement passée par là par hasard, avait ramassé le collier que j'avais fait tomber sur les lieux et était devenue de manière très opportune son sauveur. J'avais essayé de l'expliquer une fois, mais tout ce que j'avais obtenu en retour, c'était ses moqueries. Il m'avait accusé d'avoir des arrière-pensées et d'essayer de voler le mérite de quelqu'un d'autre. Après cela, je n'en ai plus jamais parlé. Je pensais que tant que nous étions mariés et avions un enfant, le passé serait enterré par le temps. Mais j'avais tort. Si vous ne retirez pas une écharde enfoncée dans votre chair, le morceau de viande tout entier finira simplement par pourrir et s'infecter. Les 30 coups de cravache sont-ils terminés ? J'ai baissé la tête, utilisant ma manche pour essuyer soigneusement le sang sur le visage de Céleste. Gauthier a été piqué au vif par mon attitude d'un calme déconcertant, une trace d'irritation traversant ses yeux. Il a violemment jeté la cravache sur le sol, où elle a atterri avec un claquement sec. « Tu peux réfléchir à tes actes ici même dans la cave. Tu n'en sortiras pas tant que tu ne seras pas prête à baisser la tête et à t'excuser auprès d'Olympe. » Il s'est retourné, a passé son bras autour des frêles épaules d'Olympe et s'est dirigé vers la porte. Coupez-lui toute nourriture, eau et fourniture médicale. Personne n'est autorisé à lui rendre visite sans ma permission. La lourde porte en fer s'est refermée dans un grincement métallique à glacer le sang. Le bruit du verrou s'enclenchant a définitivement coupé toute lumière de l'extérieur. La cave a été laissée avec, pour seule source d'éclairage, une applique murale faiblarde émettant une lueur pâle et maladive. Maman, ça fait mal. Céleste s'est blottie dans mes bras.
ses petites mains agrippant fermement. Mon col en lambeaux, sa voix aussi faible que celle d'un chaton nouveau-né. Réprimant l'agonie déchirante dans mon dos, je l'ai serré plus fort. J'ai arraché l'ourlet déchiré de ma robe en soie, le réduisant en bandes pour panser à la hâte la blessure sur son front. « N'aie pas peur, Céleste. Maman est là. Après ce soir, maman t'emmènera loin d'ici. Nous ne reviendrons jamais. » J'ai pressé mon visage contre sa joue glaciale et mes larmes sont finalement tombées sans prévenir. Ce n'était pas à cause de la douleur ni de l'injustice. C'était à cause du sentiment ridicule de me réveiller d'une longue illusion. Moi, Léocadie de Rochemont, la plus jeune fille de la famille de Rochemont, des milliardaires au sommet de l'aristocratie financière européenne, un prodige de la finance qui tenait la moitié des ressources de la bourse de Paris au creux de sa main. À l'époque, par une notion pharisaïque de l'amour, j'avais défié mon père et mes frères. J'avais réfréné tout mon éclat et j'étais volontairement devenue une tigresse sans dents piégée dans l'arrière-cour de cet homme. Je pensais que c'était faire des compromis par amour. Il s'est avéré qu'aux yeux des autres, c'était juste être pathétique. Le sang, mêlé à la sueur froide, collait à ma peau. Un air glacial s'infiltrait par la fente de la porte, faisant frissonner tout mon corps. Dans l'obscurité, j'ai sorti de ma poche un smartphone à l'écran brisé. Heureusement, il pouvait encore s'allumer. L'écran s'est illuminé d'une faible lueur éclairant mon visage pâle de fantôme. Je n'ai pas regardé les faux messages affectueux que Gauthier avait l'habitude d'envoyer, ni vérifié les mondanités hypocrites dans les groupes de discussion des épouses riches du 16e arrondissement. J'ai fait défiler mes contacts, le bout de mon doigt, s'arrêtant sur un numéro que j'avais gardé sur la liste des numéros bloqués pendant 5 années entières. J'ai cliqué sur débloquer. J'ai appelé. Il n'y a eu qu'une brève sonnerie. L'appel a été décroché presque à la seconde même où il est passé. Du récepteur est venue la voix grave et résonnante d'un homme portant une tonalité tremblante presque incroyable. « Léocadie, Maximilien !» Mes lèvres fendillées ont bougé la chaleur dans mes yeux s'estompant fil par fil, ne laissant qu'une glace sans fond. À l'autre bout du fil, Maximilien de Rochemont, le fils aîné des de Rochemont, qui contrôlait les lignes de vie financières mondiales, a pris une grande inspiration. Immédiatement après, il y a eu le fracas massif d'une chaise renversée, suivi des halètements terrifiés d'une pièce remplie de cadres dirigeants de la défense. « Où es-tu? Qui t'a fait du mal? Pourquoi ta voix est-elle si faible ?» La voix de Maximilien a grimpé d'un coup, portant un poids oppressant indéniable et une anxiété impossible à dissimuler. « Grand frère, j'ai baissé les yeux regardant le sang sur la robe de Céleste. Ma voix était aussi légère qu'une brise. Pourtant, chaque mot portait une lame. J'ai fini de jouer. La famille Valéran me rend la vie misérable. Je veux qu'il disparaisse. La ligne est devenue d'un silence de mort. Seule la respiration lourde de Maximilien se faisait entendre. 5 secondes plus tard, il a prononcé juste 3 mots. « Compris, attends-moi. » Raccrochant le téléphone, j'ai tenu Céleste, qui s'endormait peu à peu, et me suis appuyée contre le mur glacial. Les blessures sur mon dos avaient fait mal jusqu'à ce qu'elles s'engourdissent, mais je me sentais plus lucide que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Gauthier pensait contrôler ma ligne de vie. Il pensait que j'étais un canari qui ne pourrait même pas se payer un médicament contre le rhume une fois que j'aurais quitté la famille Valéran. Il n'avait aucune idée du genre de monstre dont il avait brisé le sceau en refermant cette porte aujourd'hui. La longue nuit s'est écoulée dans un silence de mort. Tôt le lendemain matin, la porte en fer a été poussée de l'extérieur. Une lumière aveuglante du soleil s'est engouffrée me piquant si fort les yeux que je ne pouvais pas les ouvrir. Ce n'était pas Gauthier qui se tenait à la porte, mais le majordome de la famille Valéran. Il tenait un plateau en argent avec un document et un stylo dessus, ses yeux portant une trace de mépris et de dédain. « Madame Monsieur Valéran a dit que si vous refusez toujours de vous excuser auprès de Mademoiselle Favier, vous devriez signer ce document. » Le majordome a poussé le plateau devant moi. J'ai plissé les yeux et j'ai lu la police noire, en gras tout en haut. Convention de divorce. En dessous, remplie de clauses denses, se trouvait une condition centrale, unique. La partie féminine a commis une faute grave pendant le mariage. Elle partira sans aucun actif, ne touchera aucune prestation compensatoire et sera déchue de tous les droits de garde de la fille.
En regardant ce morceau de papier, j'ai soudain eu envie de rire. Gauthier avait calculé cela parfaitement, pensant que je ne supporterais pas l'idée de quitter ma fille et utilisant cette tactique pour me forcer à courber l'échine. À ses yeux, une femme dépendante comme moi. Une fois, cet accord signé se retrouverait à la rue, forcé de remuer la queue et de demander pitié comme un chien errant. « Donnez-moi le stylo !» M'appuyant contre le mur, je me suis lentement levée. Les croûtes sur mon dos se sont fissurées avec le mouvement et du sang chaud a suinté, mais je n'ai même pas froncé les sourcils. Le majordome s'est figé une seconde, ne s'attendant visiblement pas à ce que je sois aussi décidée. Il a hésité à me tendre le stylo-plume. Je l'ai débouché, et sans la moindre hésitation, j'ai signé Léocadie de Rochemont dans la case de signature de l'épouse. Les traits étaient nets, la force perçant le papier. « Changez la deuxième clause. » J'ai jeté l'accord sur le plateau, le regardant froidement. « Je garde Céleste. Quant à l'argent de la famille Valéran, il est sale. Je n'en veux pas un centime. Si Gauthier n'est pas d'accord, on se verra au tribunal judiciaire. » Le majordome a été intimidé par la gravité pure dans mes yeux et a inconsciemment reculé d'un demi-pas, hochant la tête à plusieurs reprises. Je vais demander à Monsieur Valéran. 10 minutes plus tard, Gauthier est descendu personnellement dans la cave. Il portait un costume gris, anthracite, impeccablement taillé, sa cravate nouée à la perfection, son front portant l'ombre d'une tempête de rage. Olympe le suivait, tenant un verre d'eau tiède, comme une parfaite maîtresse de maison. « Léocadie, à quel genre de jeu difficile à obtenir joues-tu maintenant ?» Gauthier a plaqué l'accord modifié contre le mur. « Partir, sans rien du tout en traînant le fardeau d'une enfant blessée. Penses-tu vraiment pouvoir survivre 3 jours dans la rue une fois que tu auras franchi les portes de cette propriété ? Je me suis penchée pour prendre. Céleste dans mes bras, mon regard passant par-dessus son épaule, pour se poser calmement sur le ciel, couvert à l'extérieur de la cour. Il va pleuvoir. Que je survive ou non, c'est mon affaire. Je ne dérangerai pas Monsieur Valéran avec mes problèmes. Mon ton était indifférent, comme si je parlais à un parfait inconnu. Cette attitude dédaigneuse a complètement exaspéré Gauthier. Il s'est précipité en avant, attrapant mon poignet, avec une force si brutale que j'ai cru qu'il allait me broyer les os. « Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu prépares. Tu crois que si tu essayes de me prendre ma fille, je vais céder. Laisse-moi te dire à la seconde où tu franchis ces portes aujourd'hui, tout ce qui touche à la famille Valéran n'a plus rien à voir avec toi. Le moment venu, même si tu t'agenouilles par terre pour me supplier, je ne t'accorderai pas un second regard. Gauthier, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. » Olympe s'est avancée hypocritement, essayant d'écarter la main de Gauthier. Madame Valéran agit probablement juste par dépit. Madame baissait simplement la tête. Une pluie torrentielle approche. Vous êtes blessée, et Céleste est terrifiée. Où pourriez-vous bien aller ? Ses yeux brillaient d'un triomphe et d'une extase impossibles à cacher. Tant que je partais, la position de matriarche de la famille Valéran était pratiquement dans la poche. J'ai tourné la tête regardant le visage hypocrite d'Olympe et j'ai soudain levé ma main gauche libre. Claquant un revers net et retentissant a violemment giflé le visage d'Olympe. Elle a hurlé, perdant l'équilibre et s'écrasant sur le sol. Le verre d'eau dans sa main s'est brisé en 1000 morceaux, l'eau éclaboussant les chaussures en cuir hors de prix de Gauthier. Quel genre d'ordure es-tu pour penser que tu as le droit de m'aboyer dessus ici ? Je l'ai regardé froidement, mon regard comme un couteau. Cette gifle n'a pas seulement abasourdi Olympe, elle a aussi stupéfié Gauthier. « Léocadie, tu es folle !» a rugi Gauthier, me lâchant instinctivement pour se pencher et aider Olympe à se relever. Je ne suis pas folle. J'ai frotté mon poignet rouge en tenant Céleste et j'ai redressé ma colonne vertébrale. Pas à pas, j'ai franchi les portes de la cave. « Gauthier, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Puisque je franchis les portes de la famille Valéran, je n'y remettrai absolument jamais les pieds. La pluie froide de ce début d'automne s'est abattue sans prévenir. Des gouttes de pluie de la taille d'un pois ont martelé mon visage, tandis que le sang de mon dos se mêlait à la pluie pour couler dans la boue. Je ne tenais pas de parapluie et je n'avais emporté aucun objet appartenant à la famille Valéran. Je n'avais que Céleste qui passait fermement ses bras autour de mon cou et enfouissait son visage dans ma clavicule.
Gauthier se tenait sous l'auve, fixant froidement mon dos qui trébuchait sous la pluie. « Laissez-la partir. Prévenez la sécurité. Personne n'a le droit de lui prêter un parapluie et absolument personne n'a le droit de lui prêter une voiture. Je veux voir combien de temps sa fierté obstinée peut tenir. » La voix tonitruante de l'homme a été fracassée par le bruit de la pluie derrière moi. Je ne me suis pas retournée. Au moment où j'ai franchi les portails en fer, forgés du domaine Valéran, une Maybach blindée d'un noir absolu a glissé silencieusement à travers le rideau de pluie, tel un behémoth silencieux s'arrêtant avec assurance juste. Devant moi, la portière de la voiture s'est ouverte. Un immense parapluie noir a été levé au-dessus de ma tête, bloquant le ciel orageux. Vêtu d'un trench-coat sur mesure, Maximilien de Rochemont est sorti de la voiture. Le super prédateur financier de la Bourse de Paris, un homme connu pour garder son sang-froid, même si une montagne s'effondrait devant lui, a eu instantanément les yeux rougis en voyant mon corps trempé de sang et mon visage. Pâle, il a retiré son trench-coat, portant encore la chaleur de son corps, et l'a enroulé étroitement autour de Céleste et moi. Sa voix portait une colère et un chagrin réprimé à leur limite absolue. « Léocadie, ton frère est là pour te ramener à la maison. » L'intérieur de la voiture était empli d'une subtile odeur de bois d'agar mêlée à celle du cuir, nous isolant de la tempête féroce à l'extérieur. Maximilien ne m'a pas demandé ce que j'avais traversé ces 5 dernières années, ni d'où venaient les horribles blessures choquantes sur mon dos. Il est simplement resté silencieux, augmentant le chauffage, et sortant une compresse de gaz stérile du mini-réfrigérateur de la voiture. Ses mouvements étaient raides mais d'une extrême prudence lorsqu'il l'a pressé contre le bord des blessures qui saignaient encore sur mon dos. J'ai tourné la tête pour regarder le paysage urbain défiler par la fenêtre. La silhouette grise du domaine Valéran avait été complètement laissée derrière dans les profondeurs de la pluie. Ne va pas à l'hôpital américain. J'ai appuyé sur la main de Maximilien alors qu'il s'apprêtait à donner des ordres au chauffeur. Ma voix était sèche à cause de la pluie et de la douleur. « Va au domaine de Chantilly. Dis au docteur Laurent d'y amener une équipe médicale privée. Je ne veux pas que mon itinéraire laisse des traces dans un système hospitalier public. » Maximilien a serré mes doigts glacés en retour. La température de sa paume était brûlante. La ligne de sa mâchoire s'est durcie pour former une courbe tranchante, comme un rasoir, la sombre tempête déferlant dans ses yeux, donnant l'impression qu'il réprimait l'envie de déchiqueter quelqu'un membre par membre. « D'accord, tout ce que tu voudras. » Sa voix était rauque. Il s'est tourné et a appuyé sur le bouton de l'interphone vers la séparation, donnant un ordre bref. Le domaine de Chantilly était une propriété cachée appartenant à la famille de Rochemont. Il couvrait une étendue de terre massive et son niveau de sécurité équivalait à celui de la chambre forte de la Banque de France. Au moment où la voiture a pénétré dans le garage souterrain, une équipe médicale de 8 personnes dirigée par le docteur Laurent, un éminent expert en chirurgie, attendait déjà près de l'ascenseur. Les lumières chirurgicales se sont allumées au-dessus de nous, éclairant la spacieuse salle d'opération stérile. Une infirmière a utilisé des ciseaux médicaux pour découper la robe en soie qui avait été raidie par le sang et l'eau de pluie. Au moment où le tissu s'est décollé de ma chair, cela a provoqué une douleur jusqu'aux os. J'ai mordu un rouleau de gaz, des sueurs froides perlant, couche après couche. Pourtant, je n'ai pas poussé un seul cri de douleur. 30 coups de fouet, 5 d'entre eux ayant atteint la couche du derme, accompagnés d'une légère infection et de contusion des tissus mous. Le docteur Laurent a regardé mon dos. Ses sourcils se sont profondément froncés. Les pinces dans sa main ont teinté contre le plateau en métal. Monsieur de Rochemont, les plaies doivent être débridées et suturées. Sans anesthésie, une personne ne pourra pas le supporter. Pas d'anesthésie. J'ai recraché la gaze de ma bouche. Mes mains agrippaient le bord du lit chirurgical si fort que mes ongles se pliaient presque à l'envers. J'ai besoin de m'en souvenir. Maximilien se tenait à l'extérieur de la cloison vitrée, regardant mon dos ensanglanté. Il a frappé du poing contre le verre incassable, faisant trembler le mur entier. Le processus de débridement ressemblait à rouler dans une cuve d'huile bouillante. La solution saline rinçait la chair déchirée, et l'iode brûlait les bords infectés. J'ai fermé les yeux, mon esprit projetant constamment le visage cruel de Gauthier tenant la cravache et le sourire triomphant d'Olympe se cachant derrière lui.
Au moment où toutes les blessures ont été traitées et enveloppées dans d'épais pansements stériles, j'étais si épuisée qu'on aurait dit qu'on venait de me repêcher dans un lac. Dans la suite adjacente, la blessure sur le front de Céleste avait également été correctement bandée. La petite fille s'était probablement épuisée à pleurer. Elle s'enfonçait actuellement dans la couette douce, comme un nuage dormant paisiblement bien que des traces de larmes marquent encore les coins de ses yeux. J'ai enfilé un peignoir en soie propre. J'ai drapé un châle en cachemire sur mes épaules et j'ai marché vers la baie vitrée du salon. La pluie s'était arrêtée. La vue nocturne des jardins à la française s'étendait en contrebas. Maximilien m'a tendu un verre de lait chaud, puis s'est assis sur le canapé en cuir, en face de moi. Ses longues jambes étaient croisées, ses doigts noueux, tenant un document fraîchement imprimé. Le groupe de Gauthier Valéran s'apprête à faire sonner la cloche sur Euronext Paris le mois prochain pour son introduction en bourse. C'est le fruit du sang et de la sueur auquel il se prépare depuis 3 ans. Une fois l'introduction réussie, la valeur boursière du groupe Valéran quadruplera et il consolidera complètement sa place au sommet des cercles d'affaires parisiens. Maximilien a jeté le document sur la table basse. Le bruit du papier glissant était exceptionnellement clair dans le salon silencieux. « Comment veux-tu qu'il meure ?» J'ai tenu le verre chaud réconfortant mes paumes glacées. Plus on monte haut, plus on tombe de haut. J'ai soufflé sur le lait chaud et j'en ai pris une gorgée, mon regard atterrissant sur les lettres noires en gras de la première page. Prospectus d'introduction en bourse du groupe Valéran. Frère, la banque chef de file, responsable de l'examen de l'introduction en bourse de Valéran à la Défense. C'est BNP Paribas, n'est-ce pas? Maximilien a haussé un sourcil, un éclair d'admiration, traversant ses yeux profonds. Ton réseau de renseignements est toujours aussi affûté. L'actuel PDG de BNP se trouve être le petit frère de ta belle-sœur. I may must. Coupe ses liquidités. J'ai posé le verre et j'ai tapoté légèrement le bout de mon doigt sur la table basse, en verre produisant un bruit sourd. Gauthier a mis en gage tous les actifs de premier plan du groupe Valéran auprès des banques pour cette introduction en bourse, signant des accords d'ajustement de valorisation massifs. Tant que le processus d'introduction en bourse est bloqué et que la chaîne de capitaux se brise, ces requins institutionnels et ces vendeurs à découvert, qui sentent le sang, vont converger comme des piranhas et dévorer le groupe Valéran tout cru. Ce n'est que l'entrée en matière. Maximilien a sorti un stylo-plume de la poche de son costume et a dessiné un immense X rouge sur la couverture du prospectus de Valéran. La plume a déchiré le papier. Avant l'ouverture du marché demain matin, je vais larguer 30% des actions en circulation de Valéran dans les comptes offshore de la famille de Rochemont. Il n'aime pas être hautain et tout-puissant. Je vais lui faire goûter ce que ça fait de plonger des nuages dans la boue. Frère, ne le laisse pas mourir trop vite. J'ai levé les yeux, mon regard si calme qu'il n'y avait pas la moindre ride. Je veux qu'il regarde impuissant, alors que tout ce qui lui tient le plus à cœur se réduit en cendres entre ses propres mains, un par un. Tôt le lendemain matin, un tremblement de terre massif a éclaté dans le secteur des affaires parisien. Dans le bureau du PDG au dernier étage de la tour Valéran à la Défense, Gauthier a violemment fracassé sa tasse de café en porcelaine antique contre le bureau en acajou. Le liquide marron a éclaboussé partout sur les rapports financiers éparpillés sur le sol. Qu'avez-vous dit? BNP a unilatéralement suspendu l'examen de l'introduction en bourse. Gauthier a claqué les 2 mains sur le bureau, sa cravate desserrée, ses yeux injectés de sang pour avoir passé une nuit blanche. Debout en face de lui, le directeur financier transpirait à grosses gouttes la main tenant sa tablette tremblant comme une feuille. BNP a répondu avoir reçu une dénonciation anonyme indiquant que le groupe Valéran est impliqué dans de graves fraudes financières et des garanties d'actifs frauduleuses. L'autorité des marchés financiers, AMF, est officiellement intervenue pour enquêter. Jusqu'à la conclusion de l'enquête, le processus d'introduction en bourse est gelé pour une durée indéterminée. Connerie. Nos livres de comptes sont étanches. D'où vient cette fraude financière? A rugi Gauthier. Allez enquêter. Trouvez la personne qui a fait ce signalement anonyme et contactez immédiatement M. Dubois à la Société Générale. Obtenez que ce prêt relais de 300 millions d'euros qui arrive à échéance le mois prochain soit prolongé de 3 mois supplémentaires. Le directeur financier
a dégluti difficilement sa voix, prenant des accents de pleurs. « Monsieur Valéran, Monsieur Dubois, vient de bloquer votre numéro. » Et pas seulement lui. Toutes les banques avec lesquelles nous avons normalement de bonnes relations ont publié des notes internes tôt ce matin, gelant purement et simplement toute nouvelle ligne de crédit pour le groupe Valéran. De plus, une quantité massive de vendeurs à découvert a soudainement inondé le marché secondaire, se débarrassant follement de plusieurs de nos actions phares. Il ne s'est même pas écoulé 10 minutes depuis l'ouverture du marché, et nous avons déjà atteint les coupes-circuits à la baisse. Gauthier avait l'air d'avoir été vidé de toute sa force. Il s'est effondré dans son fauteuil de direction. Comment cela pouvait-il arriver? Tout s'était passé trop vite, trop précisément. C'était comme si une main géante invisible avait saisi le groupe Valéran à la gorge du jour au lendemain. Juste à ce moment-là, la porte du bureau s'est ouverte. Olympe est entrée en tenant une tasse d'espresso artisanale sur mesure. Son visage arborait un maquillage exquis. Elle portait une robe Chanel haute couture hors de prix et elle est entrée en se pavanant sur des talons de 10 cm, sa silhouette chaloupant. « Gauthier, ne travaille pas trop. Bois une soupe pour te revigorer. » Elle s'est approchée doucement, essayant de caresser l'épaule de Gauthier. « Dégage !» Gauthier, frustré et frénétique, a repoussé sa main. La tasse s'est écrasée sur le sol, le liquide collant tachant le tapis perçant hors de prix. Olympe s'est figé ses yeux, devenant instantanément rouge alors qu'elle se mordait la lèvre inférieure d'un air chagriné. « Gauthier, est-ce que tu me cries dessus? Parce que Léocadie est partie. Tu passes ta colère sur moi. Mais elle a été si impitoyable quand elle est partie emmenant même Céleste avec elle. Elle ne se soucie pas de toi du tout. » Ces mots ont parfaitement marché sur les mines terrestres de Gauthier. Il a pris une profonde inspiration réprimant le feu vicieux dans sa poitrine et a pincé l'arête de son nez. Désolé. L'entreprise rencontre une situation. Rentre à la maison pour l'instant. Ne me dérange pas au bureau pour les prochains jours. En regardant le visage épuisé de Gauthier, une trace de calcul a traversé les yeux d'Olympe. Elle savait que le groupe Valéran pouvait avoir des ennuis, mais à ses yeux, Gauthier était tout-puissant à Paris. Quel problème ne pouvait-il pas régler? La priorité en ce moment était de consolider son statut de maîtresse de maison pendant que Léocadie n'était plus là. Je ne dérangerai pas ton travail, mais l'école maternelle de Céleste organise un événement parents-enfants la semaine prochaine. Puisque Léocadie n'est pas là, je veux aller faire les magasins et acheter de nouveaux vêtements pour Céleste. Je pourrais prendre quelques tenues pour moi au passage puisque tu m'emmènes à ce gala le mois prochain. Olympe a baissé la tête avec soumission, sa voix douce et suave. Gauthier n'avait pas le temps de s'occuper de telles futilités. Il a distraitement sorti une carte noire American Express, Centurion sans plafond, et l'a jetée sur le bureau. Le code PIN est 60. Va acheter ce que tu veux. Une joie sauvage a traversé les yeux d'Olympe. Elle a fermement agrippé la carte noire, s'est retournée et est sortie du bureau de direction. À 15h, au Bon Marché Rive, gauche la destination de shopping de luxe par excellence de la capitale. Je portais un chapeau de soleil à large bord et des lunettes de soleil vêtues d'une robe longue en lin ample qui dissimulait parfaitement les blessures sur mon dos. Céleste portait un adorable bob qui couvrait les bandages sur son front. Après une nuit de repos, la petite fille était de bien meilleure humeur. Je l'avais emmenée pour choisir de nouveaux vêtements de saison et prendre l'air. Juste au moment où nous arrivions à l'entrée d'une boutique pour enfants haut de gamme française, Céleste a lâché ma main, a couru vers la vitrine et a pointé du doigt une robe de princesse en velours cousu main. Ses yeux pétillaient. « Maman, cette robe est si jolie. On dirait quelque chose qu'une princesse de conte de fées porterait. » Je me suis approchée juste sur le point de demander à la vendeuse de descendre la robe pour qu'elle l'essaie quand le bruit aigu et perçant de talons hauts, claquant contre le sol, en marbre est venu de derrière moi. Il était accompagné d'une forte odeur de parfum bon marché. « Emballez-moi cette robe et ces manteaux là-bas. Emballez-les tous en taille 6 ans. » Je pouvais reconnaître cette voix les yeux fermés. Je me suis lentement retournée. Olympe se tenait dans le magasin, tenant avec arrogance 7 ou 8 sacs de grande marque. Derrière elle se trouvaient 2 assistants du grand magasin chargés de porter ses affaires.
Lorsqu'elle a vu Céleste et moi, l'expression de son visage a d'abord été le choc qui s'est rapidement transformé en moquerie et en triomphe non dissimulé. « Tiens, tiens, ne serait-ce pas Léocadie ?» Olympe s'est avancée sur ses talons hauts, son regard balayant de haut en bas ma robe en lin sans marque, avant de lâcher un ricanement. Comment quelqu'un qui a quitté la famille Valéran sans absolument rien a-t-il l'argent de poche pour se pavaner dans un endroit pareil, avec les vêtements ici, même si tu fais la plonge pour le reste de ta vie? Tu ne pourrais pas te payer une seule manche? Sentant la tension gênante, la vendeuse s'est tenue mal à l'aise sur le côté. Céleste, terrifiée, s'est cachée derrière moi, ses petites mains agrippant fermement ma robe, alors que sa voix tremblait. « Maman, la méchante dame !» J'ai doucement tapoté la main de Céleste pour l'apaiser, puis j'ai enlevé mes lunettes de soleil. Mon regard tranchant comme une lame a gratté le visage lourdement poudré d'Olympe. « Olympe, il semble que la gifle d'hier ne t'ait toujours pas appris à te comporter comme un être humain. » Mon ton était plat, ne daignant même pas lui accorder la moindre once de colère. Olympe a ressenti un frisson sous mon regard, mais sentir la carte Centurion dans son sac à main lui a redonné confiance. Elle a fait un pas en avant, arrachant la robe en velours que la vendeuse venait de descendre. Elle a levé le menton bien haut. « Léocadie, arrête de te donner des grands airs. Tu crois que tu es toujours la grande et hautaine Madame Valéran. En ce moment, tu n'es rien d'autre qu'un chien errant sans abri. J'aime cette robe et je dépense l'argent de Gauthier pour l'acheter. Qu'est-ce que ça peut te faire ?» En disant cela, elle a plaqué la carte noire sur le comptoir de la caisse avec un bruit sec. Passez la carte, emballez absolument tous les vêtements pour enfants les plus chers de ce magasin. Même si je m'en sers comme serpillière à la maison, je ne laisse pas une seule pièce pour que ce petit fardeau les porte. La vendeuse m'a regardé visiblement très embarrassée, puis a regardé la carte noire dans la main d'Olympe. Elle a ramassé le scanner de code-barre avec hésitation. « Allez-y, essayez de la passer », ai-je craché froidement les bras croisés. Olympe a ri d'un rire aigu, comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. « Pour qui tu te prends pour donner des ordres ici? Caissière, passez la carte. Si vous ne le faites pas, je dépose une plainte et je demande à votre directeur de vous licencier. » Juste au moment où la vendeuse tenait la carte hésitante des pas précipités, on résonnait de l'extérieur du magasin. Le directeur général du Bon Marché, accompagné de 4 ou 5 vigiles costauds en costume noir, a couru dans le magasin en transpirant à grosses gouttes. En entrant, le directeur n'a même pas fait de pause pour reprendre son souffle. Il a complètement ignoré Olympe et a marché droit vers moi, baissant la tête dans une panique et une soumission absolue. « Mademoiselle de Rochemont, je vous présente mes excuses. Nous avons reçu une notification de la direction générale, mais nous ignorions que vous nous honoriez de votre présence aujourd'hui. Nos protocoles de sécurité étaient inadéquats et nous avons permis que vous soyez importunés. » Toute la boutique pour enfants est devenue d'un silence de mort. La main d'Olympe qui pointait la carte s'est figée en l'air comme un canard qu'on aurait soudainement attrapé par le cou. Elle fixait avec incrédulité le directeur général du centre commercial, un homme à qui même Gauthier Valéran devait d'habitude témoigner un certain respect, s'inclinant actuellement devant moi comme un vulgaire domestique. « Comment venez-vous de l'appeler, Mademoiselle de Rochemont ?» J'ai légèrement haussé un sourcil. Le directeur général a éclaté en sueur froide. Monsieur Maximilien de Rochemont a personnellement appelé pour nous informer que sa sœur aînée avait été contrariée dans notre magasin. La famille de Rochemont détient une participation de 60% dans les propriétés de ce magasin. Mademoiselle de Rochemont est notre patronne. C'est un manquement à nos devoirs de ne pas avoir évacué le personnel secondaire non pertinent. Le directeur s'est essuyé le front. Mon regard a contourné le directeur et s'est posé sur le visage tordu et choqué d'Olympe. Le coin de ma bouche s'est incurvé en un arc froid. « Olympe, ne viens-tu pas de dire que tu allais acheter ces vêtements pour t'en servir comme serpillière ?» Je me suis lentement avancée vers elle. Chaque fois que mes talons hauts claquaient contre le sol, cela résonnait comme un marteau lourd s'abattant contre son cœur. « Comment connaissez-vous, monsieur le directeur ? Tu te vends sur le côté. » Avant qu'Olympe n'ait pu finir sa phrase claque, j'ai levé la main
et j'ai délivré une gifle solide et retentissante sur son visage. J'y ai mis toute ma force, ne montrant absolument aucune pitié. Le bruit sec de la chair qui s'entrechoque a résonné dans le magasin silencieux. Olympe a poussé un cri perçant, perdant totalement l'équilibre, et s'est écrasé lourdement dans la pile de vêtements hors de prix. La moitié de son visage a instantanément enflé les 5 marques rouges de doigts choquantes à voir. Une trace de sang a coulé du coin de sa bouche, son maquillage exquis ruiné. « Lave-toi la bouche !» Je l'ai regardé de haut comme si je regardais un tas d'ordures pourrissantes. « Cette gifle, c'est pour ton insolence et pour avoir effrayé ma fille. Tu me frappes. Je vais le dire à Gauthier. Tu es morte, Léocadie. » Olympe s'est agrippé le visage hurlant et s'agitant sur le sol comme une furie. J'ai ricané tirant une lingette humide de mon sac à main et m'essuyant méthodiquement la main droite que je venais d'utiliser pour la frapper. « Monsieur le directeur, j'ai jeté la lingette usagée dans la poubelle. »« À vos ordres, mademoiselle de Rochemont. » Le directeur s'est mis au garde. « Ah, vous. Notez le numéro de la carte que cette femme tient. » J'ai pointé du doigt la carte noire de Gauthier sur le sol. À partir de ce moment, le propriétaire de cette carte et toute personne affiliée à ses comptes sont blacklistés de toutes les propriétés commerciales de la famille de Rochemont à Paris et dans le monde entier. Ils n'ont pas le droit d'y mettre un seul orteil. Quant aux vêtements qu'elle vient de toucher, j'ai fait une pause, mon regard balayant les tissus coûteux. Ils sont sales. Brûlez-les tous. Envoyez la facture directement au bureau du PDG du groupe Valéran. Sans un mot de plus, le directeur général a fait un signe de la main. « Vous avez entendu, jetez cette femme dehors. » 4 vigiles costauds se sont immédiatement avancés. Comme s'ils hissaient un cochon destiné à l'abattage, ils ont attrapé Olympe par les bras, à gauche et à droite, la traînant et la soulevant vers la sortie. « Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis ? Je suis la femme de Gauthier Valéran Léocadie. Gauthier ne te laissera pas t'en tirer comme ça. » Les hurlements d'Olympe ont attiré les regards d'innombrables acheteurs. Sous l'œil attentif du public, l'assistante qui faisait habituellement le poids en utilisant le nom de Gauthier a été violemment jetée par les portes principales du magasin comme un sac de déchets puants. Je me suis retournée, j'ai pris la main de Céleste et j'ai pointé la robe de princesse en velours dans la vitrine. « Mon bébé va l'essayer. Si tu l'aimes, maman t'achètera tout ce magasin. » Ce soir-là, dans le bureau du domaine de Chantilly, les lourdes portes en chêne insonorisées ont été poussées. L'homme qui est entré portait un costume gris, argenté parfaitement taillé, des lunettes, à monture dorée sur l'arête du nez. Il portait une lourde mallette noire, toute son aura dégageant une stricte et glaciale inaccessibilité. Amaury de Rochemont, le 2e fils de la famille associée principale d'un grand cabinet d'avocats parisiens, le mythe invaincu du monde juridique. Tant qu'il prenait une affaire, aucun plaignant ni accusé ne s'en sortait jamais indemne. Amaury. J'ai levé les yeux de derrière le bureau et posé mon café. Amaury n'a pas dit un mot. Il s'est avancé vers le bureau, a posé lourdement la mallette noire, avec un bruit sourd l'a dézippée et a sorti 3 épaisses piles de documents. Tout ce que tu as demandé est ici. Les longs doigts d'Amaury ont tapoté sur la première pile. Les yeux derrière ses lunettes scintillaient d'un éclat métallique froid. J'ai dépouillé le groupe Valéran jusqu'aux os. J'ai sorti le premier dossier et je suis passé à la première page. C'était un rapport d'enquête interne sur l'incendie qui avait eu lieu à la villa du Cap Ferret 5 ans plus tôt. Cet incendie n'était pas un accident causé par un câblage défectueux. Amaury a tiré une chaise et s'est assis croisant les mains sur ses genoux. J'ai vérifié les registres d'intervention des pompiers de cette année-là et les réclamations des assurances privées. L'incendie a été provoqué par une fuite de gaz dans la cuisine, rencontrant une flamme nue. 3 heures avant l'incident, Olympe Favier, en tant qu'assistante responsable de l'entretien de la villa, a signé la réception d'une nouvelle bouteille de gaz. Les images de sécurité montrent que lorsqu'elle est partie, la fenêtre arrière de la cuisine était grande ouverte, et la direction du vent ce jour-là soufflait directement sur la gazinière. Les doigts que j'utilisais pour tourner les pages se sont violemment resserrés, froissant profondément le papier. Es-tu en train de dire que l'incendie qui a failli coûter la vie à Gauthier a été orchestré par elle ? J'ai serré les dents, les mots s'échappant des profondeurs de ma gorge.
Pas tout à fait. Au début, elle voulait probablement juste créer un petit accident pour blesser légèrement Gauthier, lui donnant la chance de jouer le rôle de la beauté qui sauve le héros pour grimper dans l'échelle sociale. Mais le feu a échappé à tout contrôle. Amaury a ouvert le deuxième dossier. Voici les relevés bancaires privés d'Olympe sur les 5 dernières années. Gauthier, sous prétexte de rembourser son sauveur, a transféré près de 10 millions d'euros en liquide à son nom, sans compter l'immobilier et les produits de luxe. Mais Olympe est intelligente. Elle a blanchi cet argent via des banques souterraines et l'a transféré sur des comptes offshore à Monaco et aux îles Caïmans. Et voici le meilleur. Amaury a déverrouillé une tablette et l'a fait glisser vers moi. Concernant cette robe de haute couture déchiquetée, l'écran affichait une vidéo de sécurité légèrement floue. L'angle était caché probablement une caméra sténopée installée secrètement dans la réserve du domaine par une femme de chambre. Sur les images, on voyait Olympe tenant une paire de ciseaux déchiquetant de manière maniaque la robe inestimable. Pendant qu'elle coupait son visage, arborait un sourire en coin presque psychotique et effrayant. Après l'avoir déchiquetée, elle a fourré les morceaux dans un sac, a pris une grande inspiration et s'est violemment pincé les cuisses pour se créer plusieurs ecchymoses. Ensuite, elle s'est forcée à pleurer et est sortie du champ. J'ai fixé d'un regard mort le visage tordu sur l'écran. C'était cette femme qui avait utilisé une ruse aussi maladroite et risible pour faire fendre le front de ma fille le jour de son anniversaire et me faire subir 30 coups de cravache sur le dos. Gauthier Valéran, voilà la sauveuse pour laquelle tu as parié toute ta vie et ta fortune afin de la protéger. Voilà le grand amour pour qui tu as personnellement cloué ta femme au pilori de la honte. Preuve irréfutable. Coups et blessures volontaires, détournement de fonds sociaux faux et usage de faux blanchiment d'argent. Avec tous ces chefs d'accusation combinés, je peux obliger Olympe à coudre des sacs postaux dans une prison de femmes pour le reste de sa vie. Amaury a ajusté ses lunettes, une lueur froide traversant les verres. Quant à Gauthier, recel de malfaiteur. Si nous creusons profondément dans ces problèmes de fraude fiscale, je peux aussi l'envoyer au trou pour quelques années. Rien ne presse. J'ai copié la vidéo de sécurité sur une clé USB cryptée et j'ai recourbé mes lèvres en un sourire froid. L'envoyer en prison est trop facile pour lui. Je veux qu'il regarde bien éveillé, alors que l'empire commercial dont il est si fier tombe en poussière. Je veux qu'il retire personnellement la fausse peau d'Olympe et réalise quelle larve dégoûtante il a passé la moitié de sa vie à aimer et à protéger. Je me suis levée et j'ai marché vers la baie vitrée regardant dans la nuit dense. Deuxième frère trouve quelqu'un de malin. Fais accidentellement fuiter ces images de sécurité et les relevés de détournement offshore d'Olympe sur le bureau de Gauthier. Assure-toi qu'il croit qu'il a enquêté et qu'il les a trouvés lui-même. Ce n'est que lorsqu'il épluchera les couches lui-même et réalisera qu'il est un idiot fini et absolu que le retour de bâton de la douleur se multipliera de façon exponentielle. Je veux qu'il retire personnellement le couteau qu'il a enfoncé dans ma chair pour le plonger dans son propre cœur. 3 jours plus tard, à l'intérieur de la tour, Valéran Gauthier faisait les 100 pas frénétiquement autour de son bureau, telle une bête prise au piège. Les comptes de l'entreprise étaient entièrement gelés. Les salaires des employés ne pouvaient pas être versés et les fournisseurs tenaient des banderoles de protestation dans le hall en exigeant d'être payés. En quelques jours à peine, il s'était flétri, paraissant 10 ans plus vieux. Il s'est dirigé vers son bureau, cherchant frénétiquement dans les piles de paperasse en désordre un contrat qu'il pourrait utiliser pour un prêt garanti. Alors qu'il feuilletait les documents, une enveloppe Kraft sans marque a glissé. Gauthier a froncé les sourcils. La sécurité était si stricte qu'il aurait pu placer une enveloppe directement sur son bureau. Il l'a déchirée. À l'intérieur se trouvait une pile de photos et une petite clé USB noire. La première photo montrait Olympe jouant follement à une table VIP à gros enjeux au casino de Monte-Carlo, des montagnes de jetons empilés devant elle. La deuxième photo montrait Olympe dans une pose intime, avec un homme blond aux yeux bleus, dans une villa de vacances à l'étranger. L'homme tenait les clés de la voiture de sport en édition limitée que Gauthier lui avait offerte. Les pupilles de Gauthier se sont violemment contractées, sa respiration se bloquant. Les mains tremblantes, il a branché la clé USB sur son ordinateur. L'écran s'est allumé et les images de la réserve ont été diffusées, accompagnées d'un son clair.
Les actions d'Olympe déchiquetant la robe, son sourire psychotique et tout le processus consistant à se pincer les cuisses pour jouer la victime. Cela a agi comme un marteau de fer aiguisé, s'abattant sur les nerfs tendus de Gauthier coup après coup. Clac! La souris d'ordinateur dans la main de Gauthier est tombée au sol, se brisant en morceaux. Le sang dans son corps a semblé refluer à ce moment-là. Un frisson glacial, perçant jusqu'aux os, est monté de la plante de ses pieds directement à son cerveau. C'était la raison pour laquelle il avait pris un fouet en cuir et avait cinglé Léocadie 30 fois pour venger Olympe. C'était le catalyseur qui lui avait fait traiter sa propre fille biologique d'animal sauvage et avait laissé Céleste avec la tête en sang. Faux, c'est impossible, a marmonné Gauthier pour lui-même. Mais sa logique lui disait impitoyablement que la femme folle dans la vidéo était bel et bien Olympe, et que les transactions sur ses relevés bancaires étaient toutes siphonnées. Directement des comptes du groupe Valéran soudés, prétexte absurde. Une pensée incroyablement absurde a explosé dans son esprit. Si même la robe déchiquetée était une mise en scène d'Olympe, qu'en était-il de l'incendie d'il y a 5 ans? Cette femme qui n'arrêtait pas de dire qu'elle s'était retrouvée avec un corps couvert de cicatrices pour le sauver, était-elle vraiment ça, sauveuse? Ou une fraude totale et absolue? Il s'est souvenu des yeux désespérés mais calmes de Léocadie dans la cave. Il s'est souvenu de ces mots « Je n'en veux pas un centime ». Un remords intense a noué son cœur comme un serpent venimeux. Il a bondi hors de son bureau comme un fou. Il devait trouver Léocadie. Il devait éclaircir tout ça. À la banque privée Lazare sur l'avenue Hoche, un lieu qui ne recevait que des clients VIP de premier plan avec des actifs à 8 chiffres et plus. Les portes d'entrée utilisaient un système de double authentification en verre pare-balles nécessitant des empreintes digitales et des scanners d'iris. La Bentley de Gauthier a freiné brutalement juste devant la banque, les pneus crissant contre le bitume. Il a ouvert la portière à la volée et a trébuché aveuglément vers l'entrée. Il venait de découvrir que Léocadie avait un compte joint dans cette banque qui avait été fermée depuis longtemps. C'était la seule piste qu'il avait pu trouver. « Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez-vous. C'est un espace VIP privé. » 2 agents de sécurité costauds se tenaient comme des tours de fer devant les portes en verre. Les yeux de Gauthier étaient injectés de sang. Il ressemblait à un fou qui avait perdu toute raison. « Poussez-vous. Je dois voir Léocadie. Elle est là dedans, n'est-ce pas? Laissez-moi entrer. » Nos excuses. Sans rendez-vous ni statut VIP, vous ne pouvez pas entrer. L'agent de sécurité a froidement ajusté ses lunettes de soleil, bloquant Gauthier sans cérémonie. Gauthier a essayé de forcer le passage, mais l'un des gardes l'a facilement plaqué contre le mur avec une prise de lutte. Sa joue s'est écrasée contre le marbre froid. Pile à ce moment-là, les lourdes portes en verre pare-balles ont émis un doux carillon électronique et se sont lentement ouvertes. Vêtu d'un trench-coat noir impeccablement coupé et de talons loup-boutin vernis, je suis sorti, lentement, flanqué de 5 ou 6 cadres de la banque en costume et de conseillers en gestion de fortune privée. Le PDG de la banque privée a personnellement tenu la porte vitrée ouverte, pour moi s'inclinant légèrement. Son ton était extrêmement respectueux. « Mademoiselle de Rochemont, les 5 milliards d'euros de votre compte gelé ont été entièrement débloqués et la compensation offshore est terminée. Comme vous l'avez demandé, 300 millions seront utilisés à 15 heures aujourd'hui pour couper avec précision la dernière ligne de crédit du groupe Valéran avec les banques commerciales. » Moi, portant mes lunettes de soleil, j'ai hoché la tête sans expression. « Merci pour votre travail. » Léocadie, une voix rauque sèche portant un lourd goût métallique est venue du côté. Je me suis arrêté et j'ai tourné la tête. Gauthier était plaqué contre le mur par la sécurité. Son costume en désordre, ses cheveux ébouriffés. Ses yeux à lui, qui étaient autrefois si insupportablement arrogants, étaient maintenant injectés de sang et remplis de choc. Il m'a fixé son regard, passant des cadres de la banque tremblant derrière moi, à mon visage froid. 5 milliards. Couper les lignes de crédit.
Ces phrases ont agi comme des aiguilles d'acier, perçant la dernière once d'illusion de Gauthier. Il a finalement compris que la main géante qui étranglait le groupe Valéran n'était autre que l'épouse qu'il avait suspendue dans une cave et fouettée 30 fois. « Lâchez-le !» ai-je ordonné d'un ton léger, la voix pas trop forte, mais portant un poids écrasant indéniable. Les agents de sécurité ont immédiatement lâché prise et se sont écartés. Les jambes de Gauthier ont cédé, et il est presque tombé à genoux. Il a titubé vers moi, tendant la main, voulant attraper ma manche. Léocadie, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. La robe, j'ai vu la vidéo. Olympe, elle m'a menti. Je t'ai fait du tort. Je sais que j'avais tort. Pardonne-moi, d'accord. Nous allons nous remarier. Je vais virer cette garce de Paris immédiatement. Sa voix était remplie de supplications, sa posture pathétique à l'extrême. En le regardant ainsi, je n'ai ressenti pas une seule once de plaisir. Au lieu de cela, j'ai été profondément dégoûtée. Ne me touche pas avec tes mains sales. J'ai reculé d'un demi-pas mes yeux le regardant comme s'il était un déchet porteur de maladie. J'ai lentement retiré mes lunettes de soleil, regardant directement dans ses yeux remplis de peur. Gauthier, pensais-tu vraiment que juste parce que tu as découvert qu'Olympe a coupé la robe, cela signifiait que tu n'étais pas un imbécile complet? J'ai recourbé mes lèvres froidement, ma voix tranchant ses tympans. Comme une lame de rasoir, ce n'était que l'entrée. Retourne-y, garde bien ta compagnie brisée qui s'effondre, car ensuite, je vais te broyer les os centimètre par centimètre. Je me suis retournée et entourée par les cadres, j'ai marché vers la Rolls-Royce Phantom, qui m'attendait, ne laissant à Gauthier qu'une vue de dos absolue et résolue. Derrière moi, le rugissement désespéré de Gauthier a retenti sonnant comme une bête sauvage prise au piège, se vidant lentement de son sang. De retour au domaine de Chantilly, la nuit a été brisée par une tempête d'automne soudaine et violente. Balthazar de Rochemont, le troisième frère, était appuyé contre le bar en marbre noir et blanc du salon, un cigare allumé coincé entre les doigts. Il était le cerveau derrière le plus grand conglomérat de médias de France, détenant le pouvoir de vie et de mort sur d'innombrables célébrités et élites. D'un seul mot, il pouvait bouleverser complètement les tendances sur les réseaux sociaux. Me voyant entrer, il a fait glisser une tablette sur le comptoir vers moi, une couche de givre s'installant dans ses yeux. Les rapports financiers et les comptes offshore qu'Amaury a trouvés sont trop ennuyeux. Le grand public ne les comprendra pas. Pour s'occuper d'un homme soucieux des apparences comme Gauthier, il faut planter le couteau directement dans sa jugulaire. J'ai baissé les yeux sur l'écran. C'était un fichier audio associé aux images de sécurité sombres de l'extérieur de la cave. Les images ne capturaient pas les abus en eux-mêmes, mais le son de la cravache en cuir déchirant la chair résonnait avec un claque si écœurant et si clair qu'il engourdissait le cuir chevelu. Le fouet était accompagné de la voix glaçante de Gauthier. « Ramène-la à la propriété. J'applique la discipline familiale. » Venait ensuite immédiatement le cœur déchirant des pleurs de Céleste et les fausses supplications mélodramatiques d'Olympe. Cette vidéo d'à peine 3 minutes avait déjà dépassé les 80 millions de vues sur toutes les grandes plateformes de médias sociaux français et se multipliait à un rythme terrifiant. 7 des 10 sujets les plus discutés avaient des balises brûlantes rouges foncées à côté d'eux. PDG Valéran lynchage privé, milliardaire parisien batte sa femme, assistante manipulatrice faux sauvetage. Le département des relations publiques du groupe Valéran est paralysé. Balthazar a tapoté le comptoir du bar avec désinvolture. Ils ont essayé de dépenser de l'argent pour supprimer les sujets en tendance, mais les serveurs de l'Internet tout entier sont sous mon contrôle. Oublie la suppression des hashtags. En ce moment, ils ne peuvent même pas publier une déclaration d'excuses. Une fois que le feu de l'opinion publique commencera à brûler, les fondations mêmes du fier empire de Gauthier seront réduites en cendres. J'ai pris le verre d'eau glacée à côté de moi et j'en ai bu une gorgée. L'eau froide a glissé le long de mon œsophage jusqu'à mon estomac, supprimant la toute dernière ondulation d'émotion dans mon cœur. Laisse le feu brûler plus fort. J'ai reposé le verre, le cristal tintant sèchement contre le marbre. Diffuse la nouvelle qu'il met en gage ses actions pour sauver les meubles demain. Je veux que les petits porteurs du groupe Valéran déclenchent une vente massive
façon mouvement de panique à la seconde exacte où la bourse de Paris ouvrira demain matin. Balthazar a étiré ses lèvres en un sourire et a claqué des doigts. « À tes ordres. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. » Cette nuit-là, personne dans le monde des affaires parisiens n'a dormi. Tôt, le lendemain matin, les portes de la salle de conférence au dernier étage du groupe Valéran ont été violemment poussées par plusieurs membres du conseil d'administration aux cheveux gris. Gauthier était affalé dans le fauteuil du PDG, le menton couvert d'une barbe rude, son costume sur mesure froissé et collant à son corps. Une nuit entière d'appels téléphoniques, de bombardements et de relances bancaires l'avait vidé de chaque once de fierté. Fracas. Un lourd cendrier en cristal a été fracassé juste au pied de Gauthier. Des éclats de verre ont volé partout. Gauthier Valéran, regarde ce que tu as fait. Le plus gros actionnaire du groupe Valéran, qui était aussi le propre oncle de Gauthier, a pointé son doigt sur son nez et a juré furieusement. À cause de ta maîtresse imprésentable, l'action du groupe Valéran a ouvert en baisse limite. Des milliards d'euros de valeurs marchandes se sont évaporés entièrement en une demi-heure. Les banques nous ont coupé le crédit. Les fournisseurs bloquent le hall en réclamant leur argent. Tu as détruit des générations de sang et de sueur de la famille Valéran. Mon oncle, je vais trouver un moyen de réunir l'argent. La voix de Gauthier était rauque alors qu'il essayait de s'expliquer. Réunir de l'argent. Avec quoi vas-tu le réunir? Les actions que tu as entre les mains valent moins que du papier toilette en ce moment. Le vieil actionnaire a claqué lourdement une résolution conjointe sur le bureau. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité ta révocation du poste de PDG. Fous le camp de ce bâtiment tout de suite et va réparer le bordel que tu as créé. Si le groupe Valéran fait faillite, je te tiendrai pour seul responsable. En regardant la résolution estampillée de sceau rouge vif, la pomme d'Adam de Gauthier a bougé avec une difficulté extrême. Il avait perdu. Il avait perdu de façon totale et absolue, sans aucune capacité de riposter. Il est sorti de la tour Valéran comme un mort-vivant. Il a été accueilli de front par les flashs des appareils photos et les microphones d'innombrables journalistes. Les gardes du corps se sont battus désespérément pour l'escorter dans une voiture. À l'extérieur de la fenêtre, de petits investisseurs furieux lui jetaient des œufs pourris et des ordures. Le jaune d'œuf collant a coulé sur le pare-brise, bloquant toute sa vision. De retour dans sa villa privée de la banlieue ouest, Gauthier a poussé la porte et a percuté Olympe de plein fouet. Elle tenait 2 grandes valises, Hermès l'air paniqué et prête à partir. En voyant l'état ruiné de Gauthier, un éclair de dégoût a traversé les yeux d'Olympe, mais elle l'a rapidement dissimulé avec de fausses larmes. « Gauthier, tu es de retour. C'est trop chaotique dehors en ce moment. Les journalistes sont comme des fous. Partons à l'étranger pour faire profil bas pendant un moment d'accord. Nous reviendrons quand la tempête sera passée. » Elle parlait en essayant d'attraper la main de Gauthier. Gauthier a baissé les yeux, son regard tombant sur sa valise à moitié ouverte. Elle était bourrée de liasses d'euros, de lingots d'or et des bijoux en émeraude qui avaient initialement appartenu à Léocadie. Les coins de la bouche de Gauthier ont tressailli, laissant échapper un rire tragique à vous glacer le sang. Il a soudainement bondi, sa main se refermant violemment sur la gorge d'Olympe, plaquant tout son corps contre le mur froid. Ses articulations sont devenues blanches sous l'effet de la force excessive. « Menteuse. Tu as détruit mon entreprise, tu as détruit ma vie, et maintenant tu veux prendre mon argent et t'enfuir. » Les yeux de Gauthier étaient cramoisis comme une bête acculée dans une impasse, les veines sur le dos de sa main saillante. Les yeux d'Olympe se sont révulsés alors qu'elle était étranglée. Ses mains griffaient désespérément le bras de Gauthier, ses jambes donnant des coups de pied dans le vide. « Sauve-moi !» Elle a extirpé des syllabes brisées de sa gorge. Juste au moment où elle allait suffoquer, Gauthier a lâché prise, la jetant de côté comme un morceau de viande pourrie puante. Olympe s'est effondrée dans une flaque de boue sur le sol, se tenant la gorge et toussant violemment, cherchant avidement de l'air. Gauthier s'est accroupi, l'a attrapée par les cheveux et l'a forcée à lever son visage enflé. « C'est toi qui as allumé le feu. Tu as coupé la robe toi-même. Tu m'as menti pendant 5 années entières. Tu m'as fait battre personnellement et chasser la personne qui m'a réellement sauvé. » Il a levé la main et a giflé le visage d'Olympe continuellement à gauche et à droite, délivrant plus d'une douzaine de gifles solides. Et brutal.
Il l'a frappée, jusqu'à ce que les coins de sa bouche se fendent et qu'elle crache des dents cassées, mêlées de sang. « Lâche l'argent. Descends dans la cave. Sans mes ordres, si tu oses faire un pas hors de cette maison, je te brise les jambes. » Gauthier a renversé les valises d'un coup de pied, a arraché le passeport, et le téléphone d'Olympe s'est retourné et a titubé dans les escaliers. Il devait aller trouver de l'argent maintenant. Il devait aller supplier les rivaux sur lesquels il avait autrefois marché. Même s'il devait se mettre à genoux, il devait sauver le groupe Valéran. Tard dans la nuit, dans la cave froide et humide, l'air sentait le moisi. Olympe s'est recroquevillée dans un coin, les joues enflées comme des ballons. Elle mordillait ses ongles arrachés, les yeux remplis d'un ressentiment venimeux. Elle savait que Gauthier était fini. Si elle restait ici, elle finirait par être mangée toute crue par ses créanciers. Elle devait mettre la main sur une somme d'argent massive et s'enfuir de Paris sans laisser de traces. Utilisant la faible lumière dans le coin, elle a sorti un téléphone jetable de la doublure de son soutien-gorge. Elle l'a utilisé pour contacter des réseaux de la banlieue parisienne. Elle a composé un numéro, la voix remplie de la folie d'une fugitive désespérée. « Le balafré, aide-moi à monter un gros coup. Je veux kidnapper quelqu'un. Quand ce sera fait, je te donnerai 10 millions d'euros. » Un rire rauque et grinçant est venu de l'autre bout. « Mademoiselle Favier, tout Paris cherche à vous causer des ennuis en ce moment. Votre boulot a l'air plutôt risqué. Arrête tes conneries. » La cible est une petite fille de 5 ans, la fille de Léocadie de Rochemont. Elle est partie sans rien. Elle n'a certainement pas beaucoup de garde du corps autour d'elle. Une fois que nous aurons attrapé ce sale gosse, Léocadie a plus d'argent que nous ne pourrions jamais en désirer. En raccrochant le téléphone, une courbe hideuse s'est formée au coin de la bouche d'Olympe. Léocadie, tu m'as acculé. Je vais te faire goûter à une douleur pire que la mort. Le lendemain après-midi, un soleil rare dans la grisaille récente de la région parisienne a finalement percé les nuages. J'avais organisé le transfert de Céleste par la voiture privée de l'équipe médicale vers un hôpital privé du centre de Paris pour vérifier la plaie sur son front. Pour faire profil bas, je n'avais pas utilisé le cortège de la famille de Rochemont. Il n'y avait que 2 SUV noirs, apparemment ordinaires, servant d'escorte à l'avant et à l'arrière. Alors que les voitures s'engageaient dans une rue étroite à sens unique, un lourd camion chargé de barres d'acier s'est soudainement mis en portefeuille devant nous. Le bruit strident des freins crissants a déchiré le ciel. La carcasse massive du camion a instantanément bloqué toute la route. « Madame, nous avons une situation. » Les gardes, rapprochés d'élite de la famille de Rochemont, sur le siège avant, ont rapidement dégainé leurs armes de poing, leurs yeux scrutant les environs avec vigilance. Derrière nous, 2 fourgonnettes grises avec de fausses plaques ont surgi, coupant complètement notre retraite. Les portes ont coulissé avec un grand fracas, et plus d'une douzaine de voyous portant des masques de ski, tenant des barres de fer et des machettes, ont déferlé comme un raz de marée, fracassant frénétiquement les vitres de notre voiture. « Protégez madame et la petite. » Les gardes rapprochés ont ouvert les portes et ont engagé le combat au corps à corps avec les voyous. Le bruit des poings frappant la chair et des os se brisant a résonné dans la rue étroite. J'ai serré Céleste fort dans mes bras et j'ai appuyé sur le bouton de panique d'urgence à l'intérieur de la voiture. Juste à ce moment-là, une grenade fumigène a roulé par une fente de la vitre brisée. Une épaisse fumée blanche a instantanément rempli l'habitacle. L'odeur âcre m'a fait pleurer les yeux et a rendu la respiration difficile. Une main rugueuse et calleuse a atteint précisément à travers la fumée et a attrapé le bras de Céleste. Maman, a hurlé Céleste, agrippant fermement mes vêtements. Lâchez-la! J'ai sorti un poignard tactique de ma botte et je l'ai planté vicieusement dans le dos de la main de l'homme. L'homme a poussé un grognement étouffé, mais n'a pas lâché prise. Au lieu de cela, il a tiré d'un coup sec, arrachant violemment Céleste de mes bras. « Mademoiselle de Rochemont, si vous ne voulez pas que votre fille perde la vie, restez tranquille. » Une voix bourrue a retenti dans la fumée. Immédiatement après, les moteurs des fourgonnettes ont poussé un rugissement assourdissant. Les pneus ont crissé contre l'asphalte, laissant une odeur de caoutchouc brûlé alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse. Lorsque la fumée s'est dissipée, 2 gardes rapprochés gisaient sur le sol couvert de sang. Mes bras étaient vides. Seule l'une des petites chaussures en cuir de Céleste avait été laissée derrière.
J'ai serré le poignard si fort que la lame m'a entaillé la paume. Du sang a coulé sur la chaussure goutte à goutte. Il n'y avait ni peur, ni panique. Une intention meurtrière absolue et glaciale a rampé le long de ma colonne vertébrale, se propageant centimètre par centimètre dans tout mon corps, gelant entièrement la moindre humanité qu'il me restait. 3 minutes plus tard, l'hélicoptère de Maximilien atterrissait au bout de la rue. Je me suis penchée, j'ai ramassé la petite chaussure et je suis montée dans l'hélicoptère avec un visage complètement inexpressif. « Vérifiez !» ai-je craché en un seul mot, ma voix lourde de l'odeur du sang. « D'ici 5 minutes, je veux connaître la trajectoire de vol de la moindre mouche quittant Paris. » Maximilien a regardé ma paume en sang, ses yeux d'une noirceur terrifiante. Il a sorti une radio et a émis l'ordre d'élimination de plus haut niveau de la famille. Initier le protocole Skynet. Verrouiller chaque accès terrestre maritime et les aéroports de la région parisienne. Déployer les 3 escouades d'anciens des forces spéciales qui se reposent actuellement. Lourdement armés, larguez-les sur Paris. Alors que l'hélicoptère naviguait à travers les nuages, le téléphone dans ma poche a vibré. C'était un message vidéo d'un numéro inconnu. En cliquant sur la vidéo, l'arrière-plan montrait un entrepôt abandonné des vagues, s'écrasant contre du métal rouillé. Céleste était attachée à une chaise en bois cassé, une serviette enfoncée dans la bouche. Ses grands yeux étaient remplis de larmes terrifiées. Le visage d'Olympe, plâtré de fond de teint bon marché, est apparu à l'écran. Elle jouait avec un cutter pointu la pointe, traçant avec désinvolture le contour de la joue délicate de Céleste. « Léocadie, tu vois ton précieux bébé ?» Olympe a ri, comme une folle alliée. « Je te donne une demi-heure. Prépare 5 millions d'euros en billets usagés et non séquentiels, et un hors-bord avec le plein de carburant. Tu amènes l'argent seul au vieil entrepôt du port de Gennevilliers. Si tu oses appeler les flics ou amener une seule personne de plus, je lui découpe le visage en ruban. » La vidéo s'est coupée. J'ai jeté le téléphone de côté et j'ai utilisé des bandages médicaux pour envelopper ma main droite blessée couche par couche jusqu'à ce que ma paume cesse de saigner. « Frère. » J'ai regardé Maximilien assis en face de moi. « Laisse-moi y aller seul. » Les sourcils de Maximilien se sont profondément froncés. « Léocadie, ces gens sont des fugitifs désespérés. C'est trop dangereux pour toi d'y aller seul. » Elle me doit bien ça. J'ai sorti un pistolet Browning argenté sur mesure de mon étui, tirant habilement la culasse en arrière pour chambrer une balle. Le cliquetis métallique net a résonné dans la cabine. Je vais personnellement lui briser les os. L'ancien entrepôt du port de Gennevilliers. L'air était empli de l'odeur de pourriture, de l'eau fluviale, d'huile moteur et de rouille. Des vents violents soulevaient le sable et le gravier frappant les conteneurs d'expédition abandonnés avec des bruits sourds. Portant un sac de sport noir, mes bottes tactiques ont crissé contre le sol alors que je marchais délibérément dans l'intérieur caverneux de l'entrepôt. Olympe se tenait sur une passerelle en fer rouillé au 2e niveau, flanquée de 4 voyous costauds portant des fusils à canoncier. Céleste était attachée à un pilier au bord de la passerelle. La moindre lutte pouvait la faire tomber de 10 mètres de haut sur le sol. En me voyant entrer, seul Olympe a poussé un rire perçant qui a résonné de façon irritante dans l'entrepôt vide. « Léocadie, tu es vraiment venue. » Olympe tremblait d'excitation, pointant le bout de sa lame vers le sac de sport dans ma main. « Où est l'argent ? Lance-le ici. » Je me suis arrêtée net, la regardant froidement d'en bas. J'ai lâché la poignée. Le sac de sport a heurté le sol en béton couvert de poussière avec un bruit sourd. La fermeture éclair a éclaté, révélant des liasses de billets d'euros. Les yeux des voyous se sont instantanément illuminés. Leurs regards avides se sont fixés sur le sac. « L'argent est là !» J'ai légèrement levé le menton, ma voix, perçant à travers le vent hurleur, atteignant clairement les oreilles de tout le monde. « Laisse l'enfant partir. » Olympe a dégluti avidement, mais le venin dans ses yeux s'est fait encore plus dense. Elle a attrapé Céleste par les cheveux, pressant la lame du cutter juste contre la veine jugulaire de Céleste. « La laisser partir dans tes rêves. » Le visage d'Olympe s'est tordu d'une jalousie et d'une folie extrême. « Léocadie, pourquoi es-tu née héritière milliardaire? Pourquoi as-tu pu détruire si facilement tout ce que je me suis tant battue pour voler Gauthier?
Cet idiot m'a abandonné. Tu pensais que j'allais juste laisser passer ça. Que veux-tu? Mes yeux étaient calmes, comme si je regardais un cadavre faire ses derniers adieux. Mets-toi à genoux, a hurlé Olympe d'une voix rauque. Mets-toi à genoux et rampe devant moi tout de suite. Supplie-moi. Dis que toi, Léocadie de Rochemont, tu n'es qu'une merde absolue. Pour chaque révérence que tu feras, je ferai une entaille sur son visage jusqu'à ce qu'il soit déchiqueté. Je veux que tu regardes ce monstre hideux pour le reste de ta vie et que tu vives dans un regret éternel. Céleste secouait la tête désespérément gémissant, essayant de se libérer. La lame pressée contre son cou attirait une fine ligne de sang. Mon regard s'est posé sur cette ligne rouge aveuglante. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. J'ai laissé échapper un léger soupir. Mes longs doigts pâles se sont posés sur les boutons de mon trench coat, déboutonnant lentement le coupe-vent noir et le laissant tomber sur le sol. Olympe, la plus grande erreur que tu as commise dans cette vie n'a pas été de comploter contre Gauthier. J'ai levé les yeux. Il n'y avait pas de colère dans mon regard, seulement l'indifférence absolue de quelqu'un regardant un objet inanimé. C'est d'avoir cru que tu pouvais utiliser les petites ruses minables d'une maîtresse éconduite pour me faire chanter. À la seconde même où mes mots sont tombés, un faisceau laser rouge aveuglant a jailli directement à travers le toit brisé de l'entrepôt, se verrouillant parfaitement au centre du front d'Olympe. Immédiatement, après 2,5 plus d'une douzaine de lignes de visée laser rouge, ont tissé une toile de mort hermétique, se verrouillant instantanément sur les fronts, les cœurs et les poignets, armés de chacun des voyous sur la passerelle. L'avidité sur les visages des voyous s'est instantanément figée, remplacée par une terreur profonde jusqu'à l'âme. Ils ont horriblement réalisé que face à cette suppression absolue, leurs fusils de fortune ressemblaient à des jouets d'enfants. Pain. Un tir de fusil de sniper étouffé a déchiré le vent. Avant même qu'Olympe ne puisse réagir, le poignet de sa main droite, tenant le cutter, a explosé dans un brouillard de sang. La douleur atroce de l'os brisé lui a fait pousser un couinement de porc. Le cutter a cliqueté sur le sol. Simultanément, les vitres brisées tout autour de l'entrepôt ont explosé violemment vers l'intérieur. Des dizaines d'agents d'élite de la famille de Rochemont, vêtus de tenues tactiques noires pures, portant des lunettes de vision nocturne et tenant des pistolets mitrailleurs, sont descendus en rappel dans l'entrepôt de toutes. Les directions comme des fantômes rampant hors de l'enfer. Le son synchronisé de leurs bottes de combat, heurtant le métal et le béton, portait une pression suffocante. En moins de 3 secondes, les 4 voyous ont eu la mâchoire fracassée par des crosses de fusil et ont été cloués, morts de peur au sol. Les canons froids des armes enfoncés directement dans leur bouche. Olympe, tenant son poignet tranché, s'est effondrée dans une mare de sang. Elle regardait dans une terreur absolue ces machines à tuer lourdement armées qui l'entouraient, puis me regardait debout au centre de l'entrepôt, pas un seul cheveu de travers. Qui es-tu exactement? Les dents d'Olympe claquaient de la sueur froide mêlée de sang coulant sur son visage. Elle a finalement réalisé que la personne qu'elle avait provoquée n'était pas une femme au foyer divorcée et démunie, mais une faucheuse vivante, capable de mobiliser des forces d'un niveau militaire à volonté. J'ai gravi les escaliers en métal rouillé marche par marche. Le cliquetis de mes bottes contre les plaques de fer sonnait comme le conte à rebours de la faucheuse. Je me suis approchée de Céleste et j'ai coupé les cordes qui la liaient. Un agent s'est immédiatement avancé, prenant doucement Céleste dans ses bras pour l'éloigner de la plateforme. Sur le bord de la passerelle, il ne restait plus que moi et Olympe paralysés. Je me suis penchée et j'ai ramassé le cutter taché de sang. Je te l'ai dit il y a 1 minute. Je me suis accroupie devant Olympe, lui pinçant le menton, la forçant à lever les yeux vers moi. Le reflet froid de la lame s'est miré dans ses pupilles, rempli de désespoir. Je vais personnellement te briser les os. La lame froide a glissé lentement contre la joue gonflée d'Olympe. Le frisson distinct du métal a hérissé chaque poil de son corps. Et un halètement rauque et sifflant, comme un soufflet percé, s'est arraché de sa gorge. Ne me tuez pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne veux pas de l'argent. Vous pouvez tout garder. Je vais quitter Paris tout de suite et je n'apparaîtrai plus jamais devant vous. Ignorant la douleur atroce dans son poignet, Olympe a utilisé sa main gauche restante pour griffer désespérément le béton rugueux, se tortillant en arrière comme un asticot,
essayant d'esquiver la lame qui pouvait trancher sa jugulaire. À n'importe quelle seconde, j'ai regardé de haut ce visage complètement déformé par la peur, et j'ai soudain ressenti un ennui incroyable. D'un petit coup de lame, le cutter a cassé le fil rouge autour de son cou. Un pendentif en jade blanc noirci par la fumée a glissé de son col et a heurté la mare de sang. « Tu portes ce jade depuis 5 ans. Est-ce qu'il ne te brûle pas ?» J'ai utilisé la pointe de la lame pour faire rouler le pendentif en jade un peu plus loin, mes yeux glaciales. Il y a 5 ans, lors de l'accident de voiture et de l'incendie sur la route du Cap Ferré, tu as arraché ce pendentif de mon corps inconscient. Tu l'as apporté à Gauthier et tu as faussement prétendu être son sauveur. Pendant 5 ans, tu as profité de la gloire qui aurait dû être la mienne. Tu as dépensé l'argent de la famille Valéran. Tu as donné des ordres à leurs domestiques et tu m'as même marché sur la tête pour parader. Les pupilles d'Olympe se sont massivement dilatées, me fixant comme si elle avait vu un fantôme. Comment sais-tu? Tu étais clairement dans un coma profond à l'époque. Si tu ne veux pas qu'on sache quelque chose, ne le fais pas. J'ai jeté le cutter avec désinvolture dans un tonneau en fer rouillé. Il a atterri avec un claquement métallique sourd. Te tuer me salirait les mains. Il y a un endroit bien plus approprié pour que tu passes le reste de ta vie. Juste au moment où je parlais, des sirènes de police ont retenti à l'extérieur de l'entrepôt. Des gyrophares rouges et bleus ont déchiré la nuit sombre. Plus d'une douzaine de voitures de la police judiciaire ont rugi dans le terrain vague à l'extérieur du vieux chantier naval, barricadant étroitement le bâtiment abandonné. Deuxième frère. Amaury de Rochemont, portant un trench-coat noir impeccable et des chaussures de ville cirées, est entré dans l'entrepôt, entouré d'un groupe de policiers de la BRI. Il a remonté ses lunettes à monture dorée, les verres émettant une lumière stricte et froide. Maître de Rochemont, le commissaire principal, a légèrement hoché la tête vers Amaury, puis a fait un signe de la main. Plusieurs officiers se sont immédiatement avancés, sortant des menottes. « Mademoiselle Olympe Favier !» Amaury s'est approché d'Olympe, sortant de sa mallette, un mandat d'arrêt estampillé d'un sceau officiel rouge vif et l'ouvrant juste devant ses yeux. Vous êtes soupçonné d'avoir orchestré l'incendie criminel d'il y a 5 ans, d'avoir détourné 53 millions d'euros d'actifs du groupe Valéran, de falsification de documents de blanchiment d'argent, de la violente affaire de tentative d'enlèvement à main. Armé d'aujourd'hui. Avec ces 4 crimes majeurs combinés, je vous garantis que vous pourrirez en prison. De plus, tous les actifs illicites à votre nom ont été complètement gelés. Vos contacts offshore ont été appréhendés par Interpol il y a une demi-heure. Les défenses psychologiques d'Olympe se sont complètement effondrées à ce moment-là. En regardant le mandat d'arrêt en noir et blanc, elle a poussé un hurlement à glacer, le sang se débattant, désespérément refusant de laisser la police lui passer les menottes. « Non, je ne veux pas aller en prison. Je suis la femme de Gauthier Valéran. Vous ne pouvez pas m'arrêter. » Le commissaire a aboyé un ordre froid. 2 officiers ont attrapé Olympe par les bras à gauche et à droite, la traînant hors de l'entrepôt comme un sac d'ordures. Au moment où elle passait devant moi, elle a essayé de verrouiller son regard venimeux sur moi, mais un agent des Rochemont à côté d'elle lui a donné un violent coup de pied derrière le genou, la forçant à s'effondrer lourdement, avant d'être poussée dans le fourgon de police, clignotante. Alors que les sirènes s'éloignaient, l'entrepôt a retrouvé son calme. « Es-tu blessé ?» Amaury a rangé le mandat d'arrêt et s'est approché ses yeux, balayant le pansement sur ma main droite, ses sourcils se fronçant légèrement. « Je vais bien, juste une égratignure. » J'ai secoué la tête, me tournant pour regarder Céleste qui était tenue en sécurité par un agent. Bien que terrifiée, la petite fille s'était calmée après m'avoir vue et reposait maintenant sagement sur l'épaule de l'agent. Juste au moment où nous nous préparions à évacuer une Bentley noire, avec le pare-choc avant enfoncé, a fait irruption follement dans le terrain vague, à l'extérieur de l'entrepôt. Avec un crissement de frein strict, elle s'est arrêtée à moins de 10 mètres de nous. La portière a été violemment poussée de l'intérieur. Gauthier est sorti en titubant de la voiture. Il ne portait pas de veste. Sa chemise de ville blanche était couverte de poussière et de boue, ses cheveux en désordre total. Il avait traqué Olympe jusqu'ici, en utilisant un traceur GPS caché dans la valise pleine de liquide. Mais il ne s'attendait pas du tout à tomber nez à nez sur une formation paramilitaire cuirassée de la famille de Rochemont. Il est resté figé sur place,
Son regard a balayé les gardes rapprochés d'élite lourdement armés, portant l'écusson de la famille de Rochemont sur leur poitrine. Le lourd hélicoptère garé à proximité et s'est finalement verrouillé mortellement sur Céleste, qui était protégée au centre par Amaury et moi. Léocadie. Céleste. La pomme d'Adam de Gauthier a bougé violemment. Ses lèvres fendillées ont tremblé le son sortant de sa gorge rauque, comme s'il avait été broyé par du papier de verre. Il a chancelé d'un pas en avant, voulant s'approcher. Clic-clac. Le bruit synchronisé de dizaines de fusils d'assaut qu'on arme a résonné dans le ciel nocturne. Des dizaines de canons noirs ont instantanément pivoté, visant carrément la tête de Gauthier. S'il osait faire ne serait-ce qu'un demi-pas en avant, il serait transformé en passoire. Les pas de Gauthier se sont arrêtés net en l'air. Il m'a regardé. Ses yeux, qui montraient autrefois toujours de l'arrogance et du dédain, débordaient maintenant d'une terreur profonde et d'incrédulité. « Qui es-tu exactement? Pourquoi t'ont-ils appelé Mademoiselle de Rochemont ?» La voix de Gauthier tremblait. Bien qu'il fût un imbécile après avoir gravi les échelons de l'entreprise parisienne pendant tant d'années, il lui était impossible de ne pas reconnaître l'écusson de la famille au sommet de la hiérarchie financière. De Rochemont. Amaury a ricané faisant un pas en avant pour me bloquer. Monsieur Valéran faisant à nouveau les présentations. Devant vous se tient l'unique héritière de la famille de Rochemont, la véritable perle de la dynastie de Rochemont. Elle est aussi l'investisseuse anonyme qui a orchestré à elle seule la fusion de la Défense il y a 5 ans, celle qui a sauvé le groupe Valéran de la faillite. Cette phrase a été comme un coup de tonnerre frappant directement le crâne de Gauthier. Son fier empire commercial, la confiance qui lui faisait croire qu'il contrôlait tout, se sont transformés en une vaste blague en un instant. Il s'avérait que les ressources de premier ordre pour lesquelles il s'était évertué à grimper l'échelle sociale avaient dormi sur l'oreiller juste à côté de lui tout ce temps. Il s'avérait que la fable femme au foyer dont il pensait qu'elle ne pourrait pas survivre sans lui était la véritable faiseuse de rois qui pouvait réduire le groupe Valéran en poussière d'un claquement de doigts. Impossible, c'est impossible. Gauthier s'est agrippé la tête. Ses genoux ont cédé et il est tombé lourdement à genoux sur le gravier rugueux. Les pierres tranchantes ont percé son pantalon de costume, du sang suintant de ses genoux, mais il semblait incapable de ressentir la douleur. « Léocadie, tu m'as menti. Pourquoi m'as-tu menti? Si tu m'avais dit ton identité plus tôt. Comment aurais-je pu te rabaisser pour quelqu'un comme Olympe ?» J'ai dépassé l'épaule d'Amaury et j'ai lentement marché vers lui, m'arrêtant à 3 pas de Gauthier. Je l'ai regardé de haut. « Gauthier, tu me dégoûtes vraiment. Même maintenant, tu mesures encore tout avec de l'argent et du pouvoir. Si tu avais connu mon identité, tu remuerais la queue, en demandant grâce comme un chien me plaçant sur un piédestal. Mais ce ne serait pas de l'amour. Ce serait de la servilité. D'almour que salforte le fourte, la courte et le queue. J'ai sorti de la poche de mon trenchcoat une boîte en velours noir déformée et endommagée par le feu. Je venais de la trouver dans la valise éparpillée d'Olympe, quand j'avais demandé aux gardes de nettoyer la scène. N'as-tu pas passé ton temps à dire qu'Olympe était ta sauveuse? N'as-tu pas battu ta propre femme et ta fille à moitié à mort juste pour la rembourser? J'ai serré la boîte, ma voix dénuée de toute chaleur. Gauthier, ouvre tes putains d'yeux et regarde bien. Qui t'a tiré de cette voiture qui explosait? J'ai jeté la boîte violemment au visage. La boîte a rebondi en s'ouvrant et une bague en argent noirci au bord fondu a roulé s'arrêtant juste près du genou de Gauthier. Le regard de Gauthier s'est posé sur la bague. Même si l'intérieur de l'anneau avait été roussi par une chaleur extrême, 2 séries d'initiales pouvaient encore être clairement distinguées. LD, GV Léocadie, de Rochemont Gauthier Valéran. C'était une paire d'alliances en argent toute simple que j'avais personnellement polie dans une vieille boutique d'orfèvre du Marais avant notre mariage. La bague pour homme assorti avait été jetée au fond de son tiroir parce qu'il prétendait qu'elle ne correspondait pas à l'image d'un PDG et il ne l'avait plus jamais portée. Mais cette bague pour femme, je l'avais traitée comme un trésor inestimable, la portant à mon annulaire gauche en permanence, jusqu'à cet incendie, il y a 5 ans. Gauthier a commencé à trembler violemment. Il a tendu la main, sa main tremblante, comme s'il touchait un fer rouge pour ramasser la bague. Les souvenirs fragmentés de cet incendie ont agi comme des lames de rasoir prises dans un ouragan, tranchant frénétiquement dans son cerveau.
L'épave en feu de la voiture, la forte odeur d'essence, les portières écrasées bloquant ses jambes. Il se souvenait s'être débattu de désespoir à l'intérieur de la voiture, les flammes léchant ses vêtements. Juste au moment où sa conscience était sur le point de sombrer dans les ténèbres, à la toute dernière seconde, une paire de mains minces, mais couvertes de sang, avait désespérément agrippé le cadre brûlant de la portière, le traînant de force, loin du bord de la mort. Il se souvenait que, alors que la femme le tenait et roulait sur le remblai, son dos avait percuté lourdement une poutre transversale en feu. Il se souvenait de l'odeur âcre de chair brûlée. Quand il s'était réveillé, la personne assise près de son lit, pleurant à chaudes larmes, était Olympe. Olympe tenait le pendentif en jade ramassé sur les lieux, pointait du doigt les fausses marques de brûlure sur sa cuisse et était naturellement devenue sa sauveuse. Et Léocadie, Gauthier a relevé brusquement la tête, ses yeux injectés de sang me fixant. Les larmes ont instantanément rompu le barrage. Il avait enfin compris pourquoi, au cours de ces 5 dernières années de mariage, mon dos se couvrait de sueur froide, les jours de pluie me faisant si mal que je ne pouvais pas me tenir droite. Il avait enfin compris pourquoi, quand j'enlevais mes vêtements, il y avait une cicatrice de brûlure massive et horrible sur mon dos, que même les greffes de peau n'avaient pas pu effacer complètement. Cette cravache en cuir dans ta main dans la cave a frappé de plein fouet sur la colonne vertébrale, qui a jadis été écrasée par une poutre en feu pour te protéger. J'ai énoncé ce fait calmement, comme si je parlais de quelque chose de trivial qui n'avait rien à voir avec moi. 30 coups de fouet. Les 10 premiers ont chassé notre affection. Le 20e a chassé toute gratitude. Le 30e m'a pris la moitié de ma vie. Je me suis légèrement penchée, regardant son visage qui se tordait et se convulsait d'une douleur extrême. Gauthier, tu as personnellement pendu au chevron la plus grande bienfaitrice de ta vie, et tu l'as fouettée jusqu'à ce qu'elle dégouline de sang. Est-ce que cette sensation de mordre la main qui t'a sauvé est agréable? Ah! Un cri strident et désespéré s'est arraché de la gorge de Gauthier, sonnant comme un hibou pleurant du sang. Il a frappé follement sa propre poitrine des 2 poings, comme s'il essayait d'arracher le cœur qui avait déjà été trempé dans le venin du remords. Il est tombé à genoux et s'est jeté en avant, frappant lourdement sa tête contre le sol de gravier dur. Boum! 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 Le bruit de son front heurtant le sol était sourd et terrifiant. Du sang a coulé sur ses joues, se mêlant à la saleté. Léocadie, j'avais tort. Je suis un animal. J'étais aveugle. Frappe-moi. Prends un couteau et tue-moi. Il a rampé vers moi, comme un chien mourant, tendant une main couverte de boue et de sang, essayant d'attraper l'ourlet de mon manteau. Un garde des Rochemonts s'est immédiatement avancé, sa lourde botte de combat, marchant impitoyablement sur la main de Gauthier, écrasant ses doigts dans le gravier. Gauthier a laissé échapper un gémissement de douleur étouffé, mais ses yeux sont restés rivés sur moi. Son regard était rempli d'une supplication maladivement pathétique. « S'il te plaît, pour le bien de Céleste, donne-moi une chance de plus. Je te rembourserai avec ma vie, je serai ta bête de somme. » J'ai regardé de haut cet homme autrefois insupportablement arrogant, mon cœur, ne produisant même pas la moindre ondulation. J'avais complètement renoncé à lui. Gauthier, ses 30 coups de fouet ont déjà effacé nos comptes. Je me suis lentement redressée, laissant le vent de la nuit attraper l'ourlet de mon trench-coat. À partir de ce moment, que tu vives ou que tu meurs, que tu mendies dans les rues ou que tu sautes d'un immeuble pour t'excuser auprès du monde, cela n'a rien à voir avec moi. Je me suis retournée et j'ai marché vers l'hélicoptère. Deuxième frère, je te laisse ça. D'ici, à ce que le soleil se lève demain, je ne veux pas voir une seule brique intacte de son entreprise. Amaury a remonté ses lunettes, les verres brillants d'une lumière froide. Ne t'inquiète pas. Après la liquidation judiciaire, je m'assurerai qu'il soit accablé d'une dette suffisamment massive pour qu'il doive la rembourser pendant 3 vies. Les passages souterrains du métro parisien seront sa seule maison pour le reste de sa vie. Les pales massives ont commencé à rugir, soulevant des vents violents et du gravier. J'ai marché sur la rampe de l'hélicoptère. J'ai pris Céleste des bras de l'agent et je l'ai tenue fermement contre moi. Alors que l'hélicoptère s'élevait lentement, le souffle a balayé Gauthier dans la boue, le faisant rouler. À travers le hublot, j'ai vu Gauthier agenouillé dans la boue, tendant désespérément les mains vers le ciel,
sa bouche hurlant toujours mon nom à plein poumon, mais sa voix était complètement déchiquetée par le rugissement des moteurs pour ne plus jamais atteindre mes oreilles. La vue nocturne de Paris a progressivement rétréci en dessous de nous. Ces 4 murs qui m'avaient autrefois piégé les compromis hypocrites et l'endurance ont tous été laissés loin derrière, dans l'obscurité froide de la nuit. J'ai baissé les yeux et j'ai doucement embrassé la blessure bandée sur le front de Céleste. « Maman, où allons-nous » Céleste m'a enlacé le cou, demandant de sa douce voix de lait. J'ai regardé par la fenêtre. Au-dessus des nuages, une lune brillante et immaculée perçait la grisaille, projetant une lumière libre et froide. Nous rentrons à la maison. Un sourire de soulagement est apparu sur mes lèvres. Pour vivre nos propres vies. Scellé. Personnel non autorisé reculé. Un huissier du tribunal de commerce a fait un signe de la main sans expression. 2 officiers ont attrapé Gauthier par les bras le traînant, hors des portes, en fer forgé du domaine de banlieue. Le vent d'hiver glacial, mêlé de grésil, fouettait vicieusement la fine chemise de ville de Gauthier. Il a trébuché et est tombé sur l'asphalte gelé. Ses paumes étaient écorchées et en sang par le gravier rugueux. Les 2 portes sculptées se sont refermées impitoyablement au nez et à la barbe de Gauthier. Avec le clic de la serrure, la dernière once de dignité appartenant à Gauthier Valéran, autrefois milliardaire parisien, lui a été complètement arrachée. En seulement un demi-mois, le groupe Valéran est passé d'un géant sur le point d'entrer en bourse sur Euronext à un cadavre d'entreprise entièrement dépecé par divers vautours du capital. Les ventes à découvert et la coupure de la chaîne de capitaux de Maximilien n'étaient que la première étape. Par la suite, Amaury a soumis un dossier de 1000 pages de preuves irréfutables au tribunal détaillant des fraudes financières et des évasions fiscales à double contrat. Les inspecteurs du Trésor public ont entièrement investi les lieux pour auditer les comptes. Tous les biens immobiliers, les actions et les fiducies offshore sous le nom de Valéran ont été entièrement gelés et vendus aux enchères. Pour combler ce trou financier massif, Gauthier n'a pas seulement perdu sa chemise. Il s'est également retrouvé personnellement responsable de 3 milliards d'euros de dettes conjointes. Il est devenu un rat traversant la rue, un débiteur insolvable que tout le monde voulait abattre. Allongé sur le sol gelé, Gauthier tremblant a tiré de sa poche un téléphone jetable fêlé bon marché. C'était la seule chose de valeur qui lui restait. Il a fait défiler les contacts composant les numéros des personnes qu'il appelait autrefois ses frères lors des cocktails à Paris. « Désolé, le numéro que vous avez composé est occupé. »« Gauthier, tu es fou. Tu oses m'appeler. As-tu peur que la famille de Rochemont ne découvre pas que nous nous connaissons des gages ? Hé ! Si tu veux mendier de la nourriture, va sous un pont. Ne salis pas l'écran de mon téléphone. » Les tonalités ont agi comme des épines empoisonnées, poignardant son cœur criblé de balles. Il a fini par accepter la réalité. Dans ce jeu de pouvoir absolu, personne n'osait lui jeter le moindre brin de paille. La famille de Rochemont n'avait même pas eu besoin d'utiliser de tactiques sournoises. Couper simplement le tube d'oxygène de la famille Valéran suffisait à l'asphyxier à mort. Une pluie glaciale mêlée de neige a commencé à tomber. Gauthier a resserré sa chemise déchirée. Comme un zombie sans âme, il a traîné ses jambes engourdies pas à pas vers le domaine caché de la famille de Rochemont à Chantilly. Des limites de la ville jusqu'au domaine forestier, c'était une épreuve épuisante de 30 kilomètres. Il n'avait pas d'argent pour un taxi. Il ne pouvait mesurer la distance qu'avec ses pieds. Les semelles de ses chaussures se sont usées. L'eau ensanglantée de ses orteils laissant une traînée d'empreintes rouges aveuglantes dans la neige. Pendant 3 jours et 3 nuits, Gauthier s'est agenouillé comme un chien errant sans abri devant les immenses portails en fer forgé noir et hors du domaine de Rochemont. Il n'osait pas crier fort. Il ne pouvait qu'agripper fermement les barreaux de fer glacés à 2 mains, frappant son front de façon répétée contre le pavé de pierre bleue, répétant machinalement une supplique creuse. « Laissez-moi voir Léocadie, s'il vous plaît. Laissez-moi juste dire que je suis désolé à Léocadie. » L'eau de pluie mêlée au sang brouillait sa vision. La faim, le froid et une forte fièvre dévoraient constamment sa force vitale. Mais il n'osait pas s'effondrer.
Son unique obsession était de voir la femme qu'il avait personnellement repoussée juste une fois de plus. Le matin du 4e jour, les lourds portails noirs et or se sont finalement lentement ouverts, avec le profond bourdonnement des roulements mécaniques. Une lueur de joie extatique a instantanément jailli des yeux creux de Gauthier. Il a lutté pour se lever, mais ses jambes étaient si raides de froid qu'il s'est écrasé lourdement dans la gadoue boueuse. Ce n'était pas Léocadie qui est sorti. Les 3 frères de Rochemont, portant des manteaux sombres, se tenaient comme des montagnes infranchissables, bloquant toute la lumière de l'intérieur du domaine. L'aîné Maximilien regardait de haut le tas de boue sur le sol. Il n'y avait pas de mépris dans ses pupilles d'un noir absolu, seulement une indifférence absolue, comme s'il regardait de l'air. « Monsieur de Rochemont, grand frère, s'il vous plaît, laissez-moi voir, Léocadie. » Gauthier a tendu la main en essayant d'attraper le bas du pantalon de Maximilien, comme un homme qui se noie attrapant une bouée de sauvetage. Un garde du corps s'est instantanément avancé sa botte de combat, clouant impitoyablement la main de Gauthier au sol. « N'utilisez pas ce titre, il dégoûte ma sœur. » Le ton de Maximilien était plat, mais portait un givre à glacer les os. « Gauthier Valéran, tu t'es agenouillé ici pendant 3 jours. Essaies-tu juste de t'émouvoir toi-même? Penses-tu vraiment que si tu agis de façon suffisamment pathétique, cela t'achètera le pardon? » Amaury a remonté ses lunettes à monture dorée et a jeté une copie d'un verdict de tribunal devant Gauthier. Le cas d'Olympe a été jugé aujourd'hui, 15 ans de réclusion criminelle. Au tribunal, elle a pleuré et a rejeté toute la faute sur toi, disant qu'elle n'avait détourné l'argent que sous tes instructions. Gauthier, le grand amour à qui tu as donné la moitié de ta vie pour le protéger, a agi pire qu'un chien devant le juge. Gauthier a tremblé violemment, son regard fixé mortellement sur le verdict. Un son ressemblant au dernier soupir d'une bête s'est arraché de sa gorge. Sais-tu ce que Léocadie a fait ces 3 derniers jours? Le 3e frère Balthazar a fait tourner un coupe-cigare dans sa main avec désinvolture. Elle s'est préparée pour une tournée de présentation de fusion à la Défense. Elle a choisi des écoles internationales bilingues pour Céleste, et elle a fait faire des essayages de robes de créateurs venus directement de la rue. Saint-Honoré, elle n'a même pas demandé pas une seule fois s'il y avait un chien nommé Gauthier Valéran agenouillé à l'extérieur des grilles. Ces mots ont été plus fatals que n'importe quel coup physique. Gauthier avait toujours pensé que Léocadie le haïssait jusqu'à la moelle, ce qui expliquait pourquoi elle avait utilisé toutes les ressources de la famille de Rochemont pour le détruire. S'il y avait de la haine, cela signifiait qu'elle s'en souciait encore. Mais maintenant, il avait enfin compris. Quand Léocadie avait dit que leur compte était effacé cette nuit-là dans le chantier naval abandonné, elle voulait vraiment dire effacé. Elle l'avait dépouillé de tout ce qu'il possédait et l'avait ensuite complètement effacé de sa vie. Il n'était pas digne d'être son amant, et il n'avait même pas les qualifications pour être son ennemi. Dégage! Maximilien s'est retourné, estimant que lui accorder même un second regard était superflu. Si je vois ton ombre sur cette route de domaine demain matin, ça ne me dérangera pas que la région parisienne ait un cadavre sous X de plus mort dans un accident de la route. Les portails se sont refermés d'un coup sec. Gauthier s'est effondré dans la neige, son regard franchissant les hauts murs pour regarder vers les immenses baies vitrées de la résidence principale. À travers la neige qui tombait, il a vaguement vu une silhouette familière se tenant sur le balcon du 2e étage. Léocadie portait de doux vêtements d'intérieur, en cachemire ses longs cheveux attachés avec désinvolture, tenant une tasse fumante de thé Earl Grey. Elle a jeté un coup d'œil vers les portails. Son regard était aussi calme que si elle regardait une feuille morte tomber. Sans s'arrêter même une demi-seconde, elle s'est retournée et a regagné la chaleur de la pièce. Ce seul regard indifférent a complètement vidé la dernière goutte de chaleur des veines de Gauthier. Il a finalement craqué gémissant, dans un désespoir absolu. Ses mains ont griffé la terre, ses ongles se pliant et se cassant. Le remords s'est transformé en une lame tranchante, découpant son âme à vif. Il aurait pu, à l'origine, avoir l'amour le plus pur de ce monde, la famille la plus parfaite. Pourtant, il avait personnellement tout brisé et tout jeté dans le caniveau. 1 an plus tard, un gala d'affaires organisé dans un penthouse à Paris, avec une vue plongeante sur la Seine. Des lustres massifs en cristal projetaient une lueur éblouissante. La salle de bal était emplie du bruissement de robes de soirée hors de prix
et du tintement des verts réunissant les superprédateurs de la finance mondiale et les élites du monde des affaires. Je portais une robe du soir haute couture bleu nuit, impeccablement coupée. Tenant une flûte de champagne, je me tenais entouré de plusieurs cadres de la défense, riant et parlant sans effort. À l'annulaire de ma main gauche, la marque laissée par cette simple bague en argent avait depuis longtemps été effacée par le temps, remplacée par une bague en émeraude symbolisant le pouvoir absolu. Mademoiselle de Rochemont, la fusion énergétique sud-américaine que vous avez dirigée, était une leçon magistrale digne des meilleurs manuels. Non seulement vous avez repoussé les vendeurs à découvert, mais vous avez également doublé la taille du portefeuille des de Rochemont. Le PDG de BNP Paribas a levé son verre offrant des éloges sincères. J'ai souri légèrement trinquante avec lui. Vous me flattez. Je ne fais que suivre la tendance du marché. Au milieu des bavardages informels, le sujet de discussion des cadres a fini par dériver sur le passé récent de Paris. En parlant de ça, c'est vraiment dommage. À l'époque, ce hautain groupe Valéran a disparu comme par magie. Un milliardaire a secoué la tête et a soupiré. J'étais dans un quartier difficile, de la banlieue nord, l'autre jour. Devinez quoi? J'ai vu un manœuvre qui ramassait des sacs poubelles et qui ressemblait exactement à cet arrogant PDG Gauthier Valéran. J'ai entendu dire qu'il traîne des milliards de dettes. Non seulement il est légalement interdit de toute dépense de luxe, mais les créanciers lui brisent les jambes une semaine sur deux. Il y a quelque temps, j'ai entendu dire qu'il fouillait dans une benne à ordures pour se nourrir sous les ponts de Paris, qu'il s'est battu avec un chien errant pour des restes qu'il a été mordu et a attrapé une. Maladie. Maintenant, plus personne ne veut l'embaucher même pour ramasser les poubelles. La foule a soupiré, traitant cela comme rien de plus que des potins de fin de repas. Mademoiselle de Rochemont, vous êtes à Paris depuis des années. Avez-vous entendu parler de ça? Le milliardaire s'est tourné et m'a posé la question. J'ai fait tourner le champagne dans ma main. Le liquide or pâle a réfracté la lumière fragmentée contre le verre. Dans mon esprit, un bref éclair d'une cravache en cuir ensanglantée dans une cave sombre a traversé ma mémoire, suivi de l'hystérie de cette nuit pluvieuse. Ces images étaient comme un vieux film muet en noir et blanc du siècle dernier, longue dénuée de couleurs et de sons. Jamais entendu parler. J'ai bu le champagne d'un trait et j'ai posé le verre vide avec fluidité sur le plateau d'un serveur qui passait. Mes lèvres rouges se sont recourbées en un arc calme et sans effort. Je ne me préoccupe pas de l'endroit où finissent les ordures. Un rire cristallin a résonné derrière moi. Céleste, 6 ans, vêtue d'une robe de princesse, d'un blanc pur, a couru dans la salle de bal comme un papillon féerique et s'est jetée dans mes bras. Son front était lisse et sans défaut, ne laissant aucune cicatrice quelle qu'elle soit. Ses yeux pétillaient de la lumière la plus pure et la plus insouciante d'une enfant de son âge. Maman-oncle Maximilien a dit qu'il m'emmenait voir les feux d'artifice au-dessus de la tour Eiffel tout à l'heure. Elle a levé la tête, partageant avec empressement sa joie. Je me suis penchée et je l'ai prise dans mes bras, mes doigts peignant doucement ses cheveux soyeux, et j'ai embrassé sa joue rose. « D'accord, maman, viendra avec vous. » Portant ma fille, je me suis retournée et j'ai marché vers la vaste terrasse à l'extérieur de la baie vitrée. La brise venant de la Seine a soufflé contre nous, portant le parfum de l'humidité et de la véritable liberté. Des feux d'artifice massifs ont explosé dans le ciel nocturne, illuminant l'eau dans un affichage brillant de couleurs éclatantes. Cette nuit-là, la dernière ombre persistante dans la moelle de mes os s'est finalement évanouie avec le vent. Ce genre de vie était ce que cela signifiait vraiment être en vie.